Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui combine deux dossiers dont je vous avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, des dossiers qui ces derniers temps connaissent des rebondissements qu'il faut absolument que je vous partage ici, parce que c'est des rebondissements très importants. Je parle des disparitions de Marie-Thérèse Bonfanti et de Cécile Valin, qui sont deux dossiers qui ont été pris en charge par l'ARPD. Donc pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne, l'association ARPD, c'est l'association d'assistance et recherche de personnes disparues, association pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. Je ferai à la fin de chaque rediffusion dans mes vidéos un point assez conséquent sur les nouveaux éléments qu'on a sur ces dossiers. Sachant que pour ces dossiers, je les suis vraiment de près depuis la sortie de mes deux vidéos, parce qu'en effet, j'espère vraiment qu'un jour, on obtiendra, et pour un dossier, donc celui de Marie-Thérèse Bonfanti, enfin justice pour elle et sa famille, et pour l'autre, donc celui de Cécile Valin, enfin des réponses à toutes les questions qu'on se pose depuis 27 ans maintenant. Je fais dans mes deux vidéos un rapprochement sur chacun des deux dossiers. Vous allez voir, elles n'ont pas été tournées en même temps ces vidéos, mais j'y pensais déjà à l'époque à ce lien. Le lien que potentiellement les deux ont été victimes d'un tueur en série. On se retrouve juste après ça. On se retrouve donc, comme je vous le disais, plus de 35 ans en arrière, en 1986. On est plus précisément en Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la ville de Pontcharrat. Cette ville sans histoire qui est située à une quarantaine de kilomètres de Grenoble. On y retrouve une petite famille tranquille, la famille Bonfanti, avec la mère Marie-Thérèse Bonfanti qui a 25 ans, le père Thierry Bonfanti et leurs deux enfants. Le petit garçon qui a seulement 6 mois, qui s'appelle Flavien, et la petite fille de 4 ans qui s'appelle Erika. Toute la famille habite à La Rochette, à une dizaine de kilomètres de Pontcharrat. La Rochette n'existe plus aujourd'hui, elle est connue comme une commune nouvelle de Valguelon-La Rochette, après fusion en 2019 avec la commune Étable. Marie-Thérèse a également un frère, Eugène, et 2 sœurs, Sylvana et Françoise. Et à l'époque, elle avait également ses 2 parents avec qui elle s'entendait très bien. Donc c'est vraiment une famille qui vit une petite vie tranquille, sans histoire. C'est également une famille modeste, donc qui roule pas sur l'or, donc les 2 parents travaillent et en plus de ça, Marie-Thérèse a rajouté un petit travail en plus depuis quelques temps. Elle fait livreuse de journaux gratuits pour arrondir les fins de mois. Elle livre ses journaux à travers la commune de Pontcharrat. Et donc c'est avec ce court contexte qu'on se retrouve le jour de la disparition, donc le jeudi 22 mai 1986. Il est environ 15h30 quand Marie-Thérèse se retrouve au niveau du 1140 avenue de la Gare à Pontcharrat. C'est un endroit où elle a l'habitude de passer, c'est une grande maison qui est divisée en 6 appartements sur 3 étages. Elle arrive avec sa Peugeot blanche de l'époque et elle se gare un peu approximativement sans prendre vraiment de précautions en se disant bon... Voilà, je vais rester quelques secondes et ensuite je vais repartir. Donc en fait, elle se gare et elle gêne un petit peu le passage. Elle est censée déposer ses piles de journaux gratuits et ensuite, 1 heure après, vers 16h30, elle est censée récupérer ses enfants qui sont chez la nourrice. Et c'est à partir du début de soirée que l'inquiétude commence à grandir. Pourquoi ? Thierry rentre à la maison et se rend compte que sa femme Marie-Thérèse n'est pas là et que ses enfants non plus. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de contacter la nourrice pour voir si ses enfants ont été récupérés par Marie-Thérèse et il se rend compte que non. Et c'est là qu'il se dit mince, il s'est peut-être passé quelque chose lorsqu'elle a fait sa tournée, elle a peut-être eu un accident, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va refaire le trajet de sa femme, il va d'ailleurs se rendre au quartier de la gare où elle a l'habitude d'aller pour ses journaux et c'est là qu'il retrouve la voiture de Marie-Thérèse garée à ce fameux 1140 avenue de la Gare devant cette grande maison avec ses 6 appartements.
Et là, il se rend compte qu'effectivement, c'est très inquiétant parce qu'il y a encore la clé de la voiture sur le contact, mais il y a également son sac à main posé sur le siège avant passager, donc avec toutes ses affaires à l'intérieur. Et c'est là qu'il se dit, bon, c'est quand même très étrange, il regarde un peu autour de lui et il voit un homme qui est le propriétaire de cette grande maison, qui habite d'ailleurs dans une petite maison annexe à cette grande maison. C'est un certain Yves Chatin dont on va beaucoup parler dans cette affaire, vous allez voir pourquoi. Thierry se pose énormément de questions, s'inquiète. Il va d'ailleurs regarder la voiture de Marie-Thérèse qui effectivement bloquait un petit peu le passage, et là il va faire des recherches et se rendre compte que malheureusement sa femme a disparu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va à partir de 21h déclarer à la gendarmerie de Pontcharrat la disparition de sa femme, et c'est très rapidement pris au sérieux. Très vite, la gendarmerie de Pontcharrat et la section de recherche de Grenoble vont se mettre sur l'affaire. Et très rapidement, au vu du contexte que je vous ai expliqué et au vu des affaires retrouvées dans sa voiture et de sa voiture avec la clé sur le contact, on pense tout de suite à une mauvaise rencontre. C'est vraiment la thèse qui est privilégiée par les enquêteurs dès le début. Et surtout, ce qui nous fait dire ça, c'est la proximité de ce lieu, donc de cette grande maison, avec la gare de Pontcharrat. Effectivement, c'est juste derrière la gare, juste derrière les rails, accessibles avec un passage à niveau, qui maintenant aujourd'hui n'est plus au même niveau, mais à l'époque était très facilement accessible. D'ailleurs, plusieurs témoins vont être entendus parce qu'effectivement, contrairement à certaines affaires que j'ai pu traiter, c'était pas du tout un quartier isolé, c'était un quartier avec beaucoup de monde, parce que de toute façon il y a la proximité avec la gare, et puis surtout on était jeudi 15h30, donc oui, il y avait du passage, il y avait des gens. Déjà, il va y avoir 2 personnes qui vont se rappeler avoir vu à cet horaire-là, en tout cas dans l'après-midi, Marie-Thérèse au niveau de cette maison. Donc déjà, on a 2 témoins visuels. Ensuite, on a 2 employés de la SNCF, le chef de gare et un agent qui vont faire, eux, des confessions très intéressantes et quand même très glaçantes. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour de la disparition de Marie-Thérèse, ils vont avoir entendu un cri très fort qui va finalement diminuer au fur et à mesure du temps pour complètement s'éteindre à un moment. Le chef de gare et un autre employé de la SNCF et un 3e témoin qui entendent tous les 3 le cri d'une femme vers 15h30-35, dégressif pendant 10 secondes. On est quand même là aussi à 200 mètres et on se pose quand même la question de savoir pourquoi le chef de gare entend à 200 mètres ainsi que 2 autres témoins les cris d'une personne, alors que personne qui se trouve dans la maison Chatin, où elle dépose des journaux qui vont être redistribués après, donc elle n'a pas de raison de s'y attarder, et que les locataires qui se trouvent à l'étage, qui l'ont entendu arriver, donc ont entendu le bruit de sa voiture, bizarrement n'entendent pas les cris. En parallèle, évidemment, de ces témoignages, il y a des recherches qui vont être effectuées, des battues qui vont être faites également, mais aucun élément ne va ressortir de ces recherches-là. Enfin, 8 jours après, donc on est le 29 mai 1986, ça avance quand même assez vite et on a déjà 3 personnes qui vont être mises en garde à vue afin de leur poser des questions. Ces 3 suspects dès le début qui vont être interrogés. Donc après, il y a des suspects qui nous semblent logiques, comme le premier suspect, qui va être le mari de Marie-Thérèse, donc Thierry Bonfanti. Pourquoi je dis que c'est logique? Parce que quand on a une femme qui disparaît, tout de suite on va incriminer son mari et vice versa. Pourquoi? Parce que c'est un peu la procédure et parce qu'on peut très vite penser à un crime passionnel. Mais Thierry a très rapidement été mis hors de cause par rapport à son emploi du temps. La deuxième personne, qui est également un homme qui a été mis en garde à vue, c'est l'homme chez qui Marie-Thérèse devait donner les journaux juste avant de disparaître. Effectivement, ça paraît logique et cet homme est très vite mis hors de cause également parce qu'au moment de la disparition, je crois qu'il n'était même pas à Pontcharrat, il était à la maternité avec sa compagne et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était soit à la maternité de Grenoble ou soit à la maternité de Chambéry. En tout cas, il n'était pas à son domicile et autour de la gare au moment de la disparition de Marie-Thérèse. Et c'est le 3e suspect qui, à ce moment-là, va nous intéresser
beaucoup. Il s'agit d'Yves Chatin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le propriétaire de cette grande maison devant laquelle s'est garée Marie-Thérèse. Alors pourquoi Yves Chatin nous intéresse plus que les autres? Tout simplement parce qu'il a un passé quand même assez chargé et qui commence assez jeune dans la violence. Et bizarrement, ça tourne toujours autour des femmes, des violences sur les femmes. Donc il a commencé à 14 ans, en 1979, il a agressé une femme qui était à vélo. Et ensuite, l'année juste avant la disparition de Marie-Thérèse, en 1985, alors qu'il avait 20 ans, il a tenté d'étrangler une automobiliste et bon, celle-ci a porté plainte parce qu'elle l'a reconnu et il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Et en plus de ce passé chargé, les deux employés de la SNCF, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ils avaient entendu un cri, mais également ils avaient vu la voiture d'Yves Chatin avec le coffre ouvert au moment de la disparition de Marie-Thérèse. Donc là tout de suite on peut penser un petit peu ce qui aurait pu se passer si Yves Chatin était relié à la disparition de Marie-Thérèse. On aurait pu croire que il avait utilisé le coffre pour se débarrasser de certaines preuves. Bon, à ce moment-là, on n'en est pas du tout à là. Et lui, en plus, il nie tout en bloc et il nie même sa présence autour de sa maison, donc à côté du quartier de la Gare. Il dit que lui, il était à la déchetterie, quelques kilomètres plus loin, et que il n'était pas du tout là. Et seulement au bout de 24 heures de garde à vue, faute d'éléments probants, Yves Chatin va être relâché. Et croyez-moi ou pas, parce que bon, c'est peut-être un peu facile de dire ça avec le recul qu'on a aujourd'hui, même si je trouve que c'est quand même une personne qui a l'air d'être assez violente, cette piste-là va complètement s'essouffler. Et d'ailleurs, comme ce fait divers, cette disparition d'une jeune mère de famille à Pontcharrat, qui pourtant avait fait un peu la une des faits divers des médias à ce moment-là, eh ben, on va très vite oublier ce fait divers. Et je trouve ça fou, je comprends pas comment c'est possible que si rapidement, en novembre 1987, il a été décidé de clôturer le dossier. Donc seulement 1 an et demi après. Le non-lieu est donc prononcé par le juge d'instruction. Et l'avocat de l'époque, Maître Rossetti, ne veut pas se laisser faire, ne veut pas que la famille se laisse faire, et donc il va faire appel en pointant du doigt d'ailleurs cette piste Yves Chatin. Malheureusement, en février 1988, donc moins de 2 ans et demi après la disparition de Marie-Thérèse, le non-lieu est confirmé par la cour d'appel de Grenoble. Pourtant, pour la famille et les proches de Marie-Thérèse, la culpabilité d'Yves Chatin ne fait aucun doute. Et dès le début, Thierry Bonfanti, lui, va dire qu'il a eu un mauvais pressentiment quant à la disparition de sa femme. Effectivement, il va tout de suite, au vu des éléments qu'il a vus et au vu de la voiture et des affaires de sa femme dans la voiture et de la manière dont elle était garée, il va tout de suite se dire que quelque chose de grave s'est passé ce jour-là pour sa femme. Malheureusement, les espoirs de pouvoir perquisitionner un jour peut-être le domicile d'Yves Chatin, vous savez, qui est annexé à la maison dans laquelle il loue ses 6 appartements, se voit anéanti complètement en 1992, et plus précisément en janvier 1992, parce que tout ça va être rasé, donc la grande maison, son domicile à lui, ça va être rasé, et à la place il va y avoir un McDonald's qui va être construit. Donc aujourd'hui en tout cas c'est un McDonald's qui est construit, et il y a même à côté une station de lavage pour voitures. Yves Chatin, lui, on va le perdre un petit peu de vue à ce moment-là, il va carrément changer de région. On saura après qu'il était en Picardie, et ensuite il est revenu un peu plus tard dans la région, et je vous dirai où et quand précisément un peu plus tard dans la vidéo. Franchement, ça fait peur de voir combien de temps le dossier est resté clos sans que la famille ait aucune réponse, c'est-à-dire 33 ans que le dossier est resté clos. Pour autant, et ça je trouve ça admirable, la famille de Marie-Thérèse n'a jamais arrêté de faire des recherches de son côté. Elle s'est battue, que ce soit même les enfants aujourd'hui qui sont devenus grands, les frères, les sœurs, le mari évidemment, et ses parents à Marie-Thérèse Bonfanti, et surtout sa mère qui a fait énormément de recherches, qui a permis à la famille de récupérer le dossier d'instruction, ce qui a permis d'ailleurs à la famille de bien travailler sur tout ce dossier et de bien comprendre tout ce qui a été fait et de mettre en lumière certaines incohérences. Malheureusement aujourd'hui les parents de Marie-Thérèse Bonfanti sont décédés, donc ils ne sauront pas ce qui est arrivé à leur fille. Par contre la relève a été assurée
par tout le reste de la famille et ils ont énormément travaillé et rien lâché. D'ailleurs, en 2019, la famille Bonfanti va contacter l'ARPD. En juillet 2019, l'ARPD va commencer à travailler sur ce dossier et plus précisément, c'est un ancien commissaire de police aujourd'hui à la retraite, Philippe Folté, qui va travailler sur ce dossier avec la famille. Ça lui a tenu beaucoup à cœur d'aider cette famille et ils vont ensemble faire un travail extraordinaire avec des proches de la famille et la RPD. Et en plus de ça, comme on a le dossier d'instruction, ça va beaucoup plus aider à pouvoir connaître tous les détails et on va d'ailleurs décortiquer, prendre chacun des détails, chacun des témoignages, essayer de comprendre ce qui n'a pas été fait, ce qui a été mal fait, ou alors essayer de mettre en lumière certaines incohérences. À travers tout ce travail, il va y avoir un mémo qui va être mis en place par la famille, par la RPD, en mettant en lumière, comme je vous disais, des incohérences dans l'emploi du temps de ce fameux Yves Chatin. Ce mémo d'ailleurs est consacré à la journée du 22 mai 1986, jour de la disparition de Marie-Thérèse. Ce mémo est finalement envoyé au procureur de la République en 2020, lequel, où finalement 33 ans après réception de ce mémo, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Donc plus précisément, ça se passe en mai 2020, donc presque au jour de l'anniversaire de la disparition de Marie-Thérèse. Dans l'affaire Bonfanti, le travail a été fait avec un enquêteur et une personne, un proche de la famille Bonfanti. C'était un travail considérable qui a duré plusieurs années. Et lorsque le mémoire a été rédigé, finalisé, on a remis ça au procureur de la République qui, malgré la prescription, on va dire, qui nous sera soulevée à un moment ou à un autre, eh bien, a décidé de rouvrir l'enquête et de transférer un juge d'instruction. C'est donc tout le travail de fond de la famille Bonfanti, naturellement, et du proche de cette famille, mais aussi de l'enquêteur, qui a permis à l'avocat que je suis ensuite de pouvoir suivre ce dossier devant un juge d'instruction. Mais j'allais dire que, par exemple, dans cette affaire Bonfanti, il faut être honnête, c'est le travail des enquêteurs et de la famille qui a permis à cette affaire de redémarrer. Moi, je n'ai été qu'un maillon, j'allais dire quasiment obligatoire dans la procédure judiciaire pour que cette affaire avance un peu plus, que maintenant j'ai les manettes qui me permettent de demander des actes complémentaires, etc. Mais sans le travail des enquêteurs et de la famille, l'avocat n'est rien. Et c'est finalement le pôle spécialisé Cold Case de Grenoble qui va se charger des investigations et c'est un pôle qui est vraiment ultra spécialisé et qui va vraiment apporter toute son expertise dans cette affaire et qui va faire un énorme travail. Donc déjà en 2021, il y a des recherches autour de la gare, autour du quartier de la gare et de l'ancien domicile d'Yves Chatin et du lieu de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti qui vont être réalisées par les gendarmes et malheureusement rien de probant ne va ressortir de ces recherches. En parallèle, on essaie de retrouver la trace d'Yves Chatin. Il est très rapidement retrouvé à simplement une dizaine de kilomètres de Pontcharrat, donc il est revenu dans la région. De nos informations à nous, quand on est allé sur place avec la RPD, on dirait que ça fait à peu près depuis 2012 qu'il est arrivé sur la commune de l'Étable, donc une toute petite commune, vraiment un petit peu entre campagne et montagne. Et lui, il se trouve qu'il habite dans une maison qui ressemble à une ancienne ferme, très jolie bâtisse, avec beaucoup de terrain. Il est entouré de 2 autres maisons et en face il y a une autre maison, mais sinon c'est vraiment de la campagne, il n'y a pas grand chose, c'est même en dehors un petit peu de la ville, du centre-ville de la Table. Et si je disais l'Étable, je me suis trompée, je parle bien de la commune de la Table. Le 8 mai 2022, donc vraiment cette année, il y a très peu de temps, les gendarmes sont venus l'interpeller chez lui et l'ont mis en garde à vue dans le cadre de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. 36 ans après. J'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis maintenant, ce qu'on apprend à travers cet interrogatoire qui va être réalisé, qui est très poussé et très pointilleux, on apprend que Yves Chatin est toujours chauffeur routier, donc oui, effectivement, c'était son métier. Avant, il était militaire et maintenant, il est chauffeur routier qui sillonne les routes nationales, mais également
international, c'est-à-dire qu'il va même sillonner des routes européennes. Mais là, pendant cet entretien très poussé, on apprend énormément de choses, notamment on va apprendre que finalement, alors qu'il l'avait toujours nié, Yves Chatin a bien vu Marie-Thérèse Bonfanti ce jour-là devant chez lui, devant précisément cette grande maison, le jour de sa disparition. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme parce qu'il l'avait toujours nié, et là il dit qu'il a eu une altercation avec elle, c'est-à-dire que comme elle s'était mal garée, comme je vous l'avais expliqué, elle lui gênait un peu le passage, et lui il ne l'a pas dit d'une manière très sympathique, et donc il s'en est pris verbalement à elle. Elle a de la poigne, elle n'a pas voulu se laisser faire, donc elle est allée toquer chez lui après être passée distribuer ses journaux, et à ce moment-là, elle voulait de lui qu'il lui fasse des excuses sur la manière dont il s'était exprimé, et il a vu rouge, et en fait il s'en est pris à elle. Et c'est fou parce qu'il avoue du coup dès le lendemain de sa garde à vue que finalement il a bien tué Marie-Thérèse Bonfanti ce jour-là. Il l'a étranglée, ensuite il s'est débarrassé du corps en le mettant dans son coffre de la voiture, ce qui correspond d'ailleurs au fait que les deux témoins l'avaient vu avec son coffre ouvert devant chez lui au moment de la disparition de Marie-Thérèse, et qu'il a roulé quelques kilomètres pour se débarrasser du corps en montagne. Et ces aveux surprennent tout le monde. Que le juge d'instruction me contacte sur mon téléphone portable, il m'annonce donc que monsieur Chatin est arrêté et placé en détention provisoire après avoir reconnu avoir donné la mort à Marie-Thérèse Bonfanti. C'est un rebondissement. Rebondissement pour la famille qui, même si elle se doutait depuis des années que c'était lui, malgré un non-lieu qui avait été consacré par la Cour de cassation, c'est un rebondissement. Donc il m'a fallu annoncer effectivement cette nouvelle à la famille, ce que j'ai fait après 23 heures. Et puis ensuite, il faut gérer la médiatisation de cette affaire. Donc c'est là où, sur le coup de minuit, on a des conversations avec le parquet, avec le juge d'instruction, avec la famille, pour éviter que la médiatisation ait lieu tout de suite, parce qu'il y a des investigations encore à faire. On se pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se confesser maintenant? Et en fait, on pense tout simplement que c'est grâce au mémo de base qui a été fait, qui a été soumis au procureur de la République. C'était un mémo qui mettait vraiment en lumière toutes les incohérences et tous les mensonges qu'il avait pu dire par rapport à son emploi du temps. 37 ans après, vous avez quelqu'un qui finit par reconnaître avoir donné la mort à quelqu'un alors qu'il l'a toujours nié. Il n'y avait pas plus d'éléments dans le dossier en 2022 qu'il y en avait en 1989. Quand je dis 1989, c'est la fin de l'histoire judiciaire. Ça a commencé en 86. Mais c'est la relecture du dossier, déjà par la famille, par le parquet, mais surtout par les gendarmes de la cellule Colcaise qui a été créée sous Generis à Grenoble. On a réentendu les témoins, qui existent encore, heureusement, et puis il y a eu la confrontation avec les horaires. Les anomalies qui n'avaient pas été relevées à l'origine ont été relevées cette fois-ci par les enquêteurs qui sont peut-être plus formés, mieux formés, etc. Et puis les anomalies relevées par la famille ont été aussi vérifiées, et effectivement, ça a permis de confondre l'individu. Ensuite, il y a également le travail de la gendarmerie et le travail de l'interrogatoire qui devait être un travail très psychologique qui a été vraiment bien fait. Également, ce qui avait été souligné, c'est qu'avant, pendant ces gardes à vue, il gérait énormément bien, on va dire, ce stress-là parce que il était militaire de base et donc il savait comment se passaient ces interrogatoires. Et avec le temps qui passe, l'homme change et finalement, peut-être qu'il était moins préparé à ce type d'interrogatoire et qu'il s'est finalement laissé aller dans la confession. Mais clairement, sans tout ce travail-là conjoint, mémo, procureur, ouverture d'une instruction, la gendarmerie, le pôle Colcaise spécialisé à Grenoble, je pense qu'il
n'aurait jamais confessé avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti. C'est donc le jeudi 12 mai 2022 que le procureur de la République, Éric Vaillant, a tenu une conférence de presse pour annoncer qu'Yves Chatin avait été mis en examen pour le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. D'ailleurs, Yves Chatin a décidé de coopérer avec les enquêteurs en indiquant précisément où il avait enterré le corps de Marie-Thérèse. Aujourd'hui, les recherches sont encore en train d'être faites. Les investigations sont en cours, sont très lentes, vont prendre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'elles soient très minutieuses au vu du temps écoulé, mais la famille est vraiment heureuse d'avoir enfin des réponses à leurs questions qui datent depuis 36 ans maintenant, parce que eux avaient toujours cru en la culpabilité d'Yves Chatin, et leur travail finalement a payé derrière. Il y a des enquêtes qui sont très longues parce que effectivement les moyens d'investigation n'existaient pas à l'époque de la disparition, existent aujourd'hui. Donc les enquêteurs de la RPD permettent aux familles de relancer les investigations concernant leurs affaires avec l'utilisation des nouveaux moyens, par exemple comme l'ADN, comme les moyens peut-être vidéo, comme les bornages téléphoniques qui n'existaient pas forcément à l'époque. Donc on peut rechercher un certain nombre d'éléments. Mais c'est surtout l'ADN, par exemple. C'est ce qui a été le cas pour l'affaire Bonfanti, où l'ADN a permis de confondre la personne qui est mise en examen aujourd'hui avec la famille Bonfanti. Donc on n'a pas retrouvé encore le corps, bien qu'on sache où il est, mais les investigations sont très longues. Il va falloir travailler de façon méticuleuse pour les retrouver, puisqu'il y a 37 ans que le corps a été livré à la nature. Donc il va falloir définir une zone, il va falloir creuser un peu à la manière des archéologues. Et donc une fois qu'on aura retrouvé des ossements, on va pouvoir les comparer avec la famille Bonfanti. Bon, important à dire, même si aujourd'hui Yves Chatin a avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, et d'ailleurs il a réitéré sa confession devant le magistrat instructeur chargé du dossier, il reste présumé innocent jusqu'à son procès. D'ailleurs, on n'a pas encore de date de procès aujourd'hui par rapport au dossier Marie-Thérèse Bonfanti. Après, il reste dans ce dossier une grosse question qui est en train d'être travaillée par l'avocat de la famille Bonfanti, donc Maître Boulou. Et effectivement, la question qui se pose, c'est au niveau de la prescription. En effet, il va falloir travailler sur cette problématique et jouer sur des points et des technicités juridiques afin de prouver que pour ce dossier, il n'est pas question de prescription. Pour rappel, pour celles et ceux qui se demandent, la prescription, c'est la période au-delà de laquelle il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction. Et le point de départ est le jour de l'infraction, mais il existe des exceptions. Et en effet, je pense que chaque dossier doit être traité individuellement en ce qui concerne la prescription, parce que chaque dossier a ses spécificités. Et normalement, d'ailleurs, je crois que la prescription va de 20 à 30 ans pour ce qui est du crime tel que le meurtre. Et là, aujourd'hui, donc si on prend vraiment au jour où elle a disparu, on serait à 36 ans. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça va être vraiment travaillé par Maître Boulou. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, la prescription ne peut pas être invoquée. C'est pour ça qu'il est poursuivi pour séquestration suivie de mort. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on ne peut pas invoquer la prescription. Enfin, la partie adverse ne peut pas invoquer la prescription. Mais nous, on se défendra, le parquet général, on se défendra pour dire qu'il n'y a pas de prescription. Ça va être un débat technique. On veut faire rendre la justice. C'est-à-dire qu'on veut demander à la chambre d'instruction de dire que dans ce cas précis, il ne peut pas y avoir prescription. Aujourd'hui, la famille attend deux choses, c'est-à-dire retrouver les ossements et offrir à Marie-Thérèse une sépulture décente, et également qu'Yves Chatin soit jugé à la hauteur de son crime. Je voudrais vraiment remercier l'équipe des enquêteurs parce qu'ils font un travail remarquable. On sent que enfin on veut faire le jour sur cette affaire. Je veux aussi remercier le juge d'instruction et le procureur de la République qui font un travail remarquable, notre avocat, Maître Boulou, et puis l'association aussi ARPD. On remerciera jamais assez des personnes de cette valeur. Jamais on les remerciera assez. Et je vous disais tout à l'heure, cette affaire a permis de remettre en 2022 en lumière au moins deux autres affaires de la région, une disparition
et un meurtre également qui se sont déroulés à Pontcharrat. Alors pourquoi ces deux affaires-là? Donc tout simplement par rapport aux similitudes de temps, mais encore plus aux similitudes géographiques. Vous allez voir que c'est assez fou la coïncidence de lieux qu'il y aurait entre ces trois affaires, c'est-à-dire Marie-Thérèse Bonfanti et les deux autres affaires dont je vais vous parler maintenant. Donc nous retournons 5 ans avant la disparition de Marie-Thérèse. On se retrouve précisément en juillet 1981. On retrouve Liliane Chevènement. Liliane Chevènement, c'est une femme, une mère de famille de 41 ans qui travaillait en tant que secrétaire de direction dans une usine située à proximité de la gare de Pontcharrat, une usine de la société Moyette Perrin, qui était une société spécialisée en papeterie et cartonnerie alimentaire. D'ailleurs, aujourd'hui, les locaux sont repris par une entreprise qui fait à peu près la même chose et qui est une entreprise qui s'appelle Nordia. Cette femme était considérée par ses collègues comme une très belle femme, vraiment gentille, sympathique, en tout cas quelqu'un d'agréable. Je suis désolée, j'ai aucune photo, j'ai retrouvé aucune photo dans les archives de Liliane Chevènement. Liliane habitait à Barreau avec sa famille, donc son compagnon et ses 2 filles adolescente. Elle vivait une vie tranquille également, tout comme Marie-Thérèse Bonfanti avant sa disparition. Liliane Chevènement allait toujours se balader entre midi et 2. Donc soit elle mangeait directement son plat qu'elle s'était préparé dans son bureau et ensuite elle allait marcher pour juste respirer un petit peu de l'air pur, ou soit elle allait manger au restaurant d'entreprise qui se trouvait au-delà des rails de la gare, et il fallait pour cela qu'elle marche le long des rails de train et ensuite arriver au bout du petit chemin de l'époque, il fallait qu'elle traverse l'ancien passage à niveau qui, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui n'existe plus, et ensuite elle allait au restaurant d'entreprise. Et c'est vraiment moins d'une dizaine de minutes à pied, donc c'est vraiment à côté. Ce jour-là, donc en juillet 1981, le jour de sa disparition, elle décide d'aller marcher un petit peu le long de cette voie ferrée. Elle marche et à 14h, elle ne revient finalement jamais travailler. Tout le monde s'inquiète et à partir de ce moment-là, la disparition inquiétante est très vite déclarée. Mais bon, il y a eu quelques petites recherches qui ont été faites. Vous allez voir des recherches qui ont été vraiment très approximatives à l'époque. Et c'est finalement un peu plus de 2 mois après, donc en octobre 1981, que son corps va être retrouvé. Son corps va être retrouvé, mais tenez-vous bien, vraiment quelques dizaines de mètres, je dirais même 50 mètres de là où elle travaillait. Vous savez, quand elle longeait ce petit chemin, à côté il y avait la voie ferrée et de l'autre côté il y avait une sorte de petit endroit boisé avec quelques arbres vraiment tout petits. Et c'est à ce niveau-là, donc au niveau de ce bosquet d'arbres, que va être retrouvé le squelette de Liliane Chevènement. Il va être retrouvé par un chasseur à l'époque et son chien en dessous d'un tas de bois. On va tout de suite penser à l'homicide. Pourquoi? Parce qu'on retrouve autour de son cou un fil électrique qui nous laisse présumer que Liliane aurait été étranglée avec ce fil. Du fait de la proximité de la gare, donc les gendarmes vont tout de suite penser à un probable tueur en série. Il y a eu très peu finalement d'éléments qui ont été trouvés à cette époque-là et très vite le dossier va être classé sans suite et on ne retrouvera jamais la personne impliquée dans le meurtre de Liliane Chevènement. Imaginez quand même ses collègues quand ils ont appris où a été retrouvée Liliane, se disent qu'en fait il marchait à côté de son cadavre tous les jours presque pendant 2 mois et ça les a vraiment secoués. Alors pourquoi je vous parle de cette affaire dans le cadre de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti? Comment ça pourrait être lié? Tout simplement, regardez au niveau géographique, c'est quelque chose de fou. On est tout simplement à 200 mètres de la maison Yves Chatin et du lieu de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Donc au niveau géographique, on ne peut pas être plus près. Et également, le fait qu'elle ait été étranglée rappelle la manière dont il a décrit comment il a tué Marie-Thérèse Bonfanti à l'époque, donc par étranglement également. Ce qui reste cohérent avec l'âge qu'Yves Chatin avait à l'époque, donc en 1981, c'est-à-dire 17 ans. Parce que je vous rappelle, il a commencé ses agressions sur des femmes, en tout cas celles qu'on connaît, à partir de 14 ans. Là, on se trouve à peu près 300-400 mètres de la maison Chatin. Le chemin qu'on voit qui est un peu à l'abandon, se trouve un bouquet d'arbres. C'est l'endroit où a été découvert le corps de Liliane Chevènement. Et le lieu, vous pensez qu'il est resté intact par rapport à la date de la disparition? Autant les choses ont bougé là-bas en termes d'aménagement routier, autant ici, je pense pas que ça ait bougé beaucoup. De la même manière qu'ici, au niveau bâtimentaire, on a sûrement de nouveaux bâtiments, mais l'entreprise qui s'appelait Moyette Perrin, c'est l'entreprise dans laquelle travaillait Liliane Chevènement. Elle empruntait
avec ses collègues ce chemin qui l'amenait juste devant la maison Chatin où elle prenait le passage à niveau et longeait les voies pour aller dans cette entreprise où se trouvait une cantine. Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de chances que le dossier au niveau des archives de la gendarmerie, le dossier d'instruction, soit encore disponible. Il a très probablement été détruit. On ne sait pas ce qu'il en est des scellés, du câble électrique. Ce serait peut-être intéressant aujourd'hui de pouvoir faire des analyses ADN sur ce câble si c'est possible et si c'est pas trop détérioré avec le temps. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est retrouver un membre de la famille, proche ou éloigné de Liliane Chevènement, pour que cette ou ces personnes puissent se constituer partie civile et pour que les choses puisse un peu plus bouger, parce que ça bouge plus quand il y a la famille derrière, c'est sûr. Philippe Foltet a retrouvé une des filles de Liliane Chevènement et nous sommes allés la rencontrer en septembre 2022 afin de lui parler de cette proposition-là pour que le dossier aboutisse plus facilement à quelque chose. On a également essayé de savoir si la mère de Liliane Chevènement avait peut-être pu garder le dossier ou une copie du dossier d'instruction, donc ça malheureusement sa fille ne le sait pas. Après, avec tous ces nouveaux éléments qui sont sortis en 2022 sur le dossier Marie-Thérèse Bonfanti, ça a évidemment réveillé des douleurs auprès de sa fille, en tout cas de ses proches, de la famille. C'est un événement avec lequel ils ont du mal à vivre. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si elle a décidé ou pas de se constituer partie civile. Pour le moment, on sait qu'elle prend son temps pour réfléchir, mais il est possible qu'elle ne le fasse pas. En tout cas, elle nous a appris qu'au moment, en septembre 2022, où on l'a rencontrée, la gendarmerie n'avait pas encore pris contact avec elle. Et on peut comprendre qu'elle n'ait peut-être pas envie à ce moment-là, dans sa vie, de se lancer dans une longue bataille judiciaire. Surtout que c'est un gros dossier, qu'il va falloir revivre des choses qui ont traumatisé beaucoup de monde à cette époque. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a aucun élément probant qui lie Yves Chatin avec le meurtre de Liliane Chevènement. Les seules coïncidences dont on pourrait parler sont les coïncidences géographiques et aussi le mode opératoire, donc la mort par strangulation. Après, il est important aussi de noter pourquoi est-ce que dans l'éventualité où Yves Chatin serait le meurtrier de Liliane Chevènement, il se serait débarrassé du corps juste à côté de son domicile, tout simplement parce qu'à 17 ans, il n'avait pas l'âge pour conduire un véhicule. Donc tout ça, c'était en 1981. Après, 3 ans plus tard, on va parler quand même d'une double disparition qui se passe pas à Pontcharrat, mais qui se passe à une quarantaine de kilomètres, qui effectivement peut être intéressante de travailler dans le cadre d'une éventuelle implication de monsieur Yves Chatin. Ça n'a peut-être rien à voir, mais il est important de le souligner. On parle de la double disparition des 2 autostoppeuses belges fin août 1984 entre les départements de la Saône-et-Loire et le département de la Savoie. Et donc ça, c'est fin août 1984, donc 2 ans avant la disparition de Marie-Thérèse. Il s'agit des disparitions de Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Brière, qui sont, comme je vous le disais, 2 autostoppeuses belges. Elles étaient cousines au moment des faits et elles avaient 22 ans. Elles ont été vues pour la dernière fois dans un bar d'Aix-les-Bains accompagnées d'un homme inconnu. Et d'ailleurs, cet homme avait été, il me semble, retrouvé à l'époque et mis en examen, mis en garde à vue, mais malheureusement il a été relâché faute de preuves, même si les enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier pensent encore aujourd'hui que cet homme pourrait être impliqué dans la disparition de ces 2 autostoppeuses belges. Et malheureusement aujourd'hui cet homme est décédé, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir ses aveux, mais on ne perd pas espoir que quelqu'un parle encore aujourd'hui. Même si d'autres pistes avaient été explorées à l'époque, fugue, accident, crime, en tout cas c'est vraiment celle de l'enlèvement, de la séquestration et possiblement du meurtre derrière qui avait été soulignée par les enquêteurs de l'époque. Par contre, pourquoi est-ce que je parle de cette double disparition dans le cadre de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti? Encore une fois, géographiquement, on est sur une ville qui se rapproche quand même pas mal de Pontcharrat. Il ne faut pas oublier que Yves Chatin est chauffeur routier, donc il fait énormément de routes et qu'on est sur 2 jeunes femmes, et ça coïncide un petit peu avec la disparition dont je vais vous parler juste après, qui est la disparition d'une autostoppeuse qui s'est passée à quelques centaines de mètres, encore une fois, de la maison Chatin, donc du quartier de la Gare que vous commencez à bien connaître dans cette vidéo, et on y a pensé par rapport à ce que je vais vous exposer maintenant. Sachant pour la double disparition des 2 autostoppeuses belges que l'information judiciaire n'a jamais été close, donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc pourquoi est-ce qu'on les relie à une potentielle implication d'Yves Chatin? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, il y a eu la disparition d'une autre jeune femme de 19 ans cette fois-ci,
un an avant la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, donc en 1985. Il s'agit de Marie-Ange Billou. Elle se volatilise plus précisément le 9 mai 1985 et elle a été vue pour la dernière fois en train de faire du stop juste à une centaine de mètres de la maison d'Yves Chatin. C'est pour ça qu'on a, à mon avis, réouvert ce dossier en 2022, ou en tout cas qu'on en reparle, tout simplement parce qu'il y a quand même une proximité géographique, et vous allez voir un petit peu plus tard des agressions sur des femmes qui auraient été réalisées par Yves Chatin sur la route. Donc comment ça s'est passé? Elle, en fait, elle descendait la rue de la Gare et en fait elle a loupé son train, donc elle a traversé vers le sens qui mène vers la maison d'Yves Chatin, qui était quand même un point central, pour aller rejoindre la route un petit peu plus loin derrière un pont, afin de pouvoir faire du stop et de pouvoir peut-être avoir quelqu'un qui l'amène à Chambéry, qui était sa destination. Elle n'a malheureusement jamais été retrouvée et sa disparition s'est soldée encore une fois par un non-lieu. La mère de Marie-Ange Billou, elle s'est fait un peu passer pour folle à l'époque, parce qu'en 92, elle pointe directement Yves Chatin comme étant le coupable dans la disparition de sa fille. D'ailleurs, elle en a parlé un petit peu partout, elle en a même fait des affiches qu'elle a collées dans les locaux de mairie, et là en 92, Yves Chatin a dit stop et il l'a poursuivi. Elle lui a fait un procès pour diffamation qu'il a d'ailleurs gagné, et elle a été finalement condamnée à lui payer 5 000 francs de dommages et intérêts. Ensuite, la famille s'est tournée vers l'avocat Maître Boulou, qui est également l'avocat de la famille Bonfanti, afin de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, suite à l'affaire et au remouddissement de l'affaire Bonfanti, le 20 mai 2022, il va annoncer porter plainte pour enlèvement et séquestration contre X dans le cadre de la disparition de Marie-Ange Billou. Aujourd'hui, les aveux d'Yves Chatin dans le cadre de la disparition de Marie-Thérèse ne fait que renforcer ce que pense la famille de Marie-Ange Billou quant à la culpabilité d'Yves Chatin dans ce dossier. Depuis 37 ans, c'est un deuil long, et qui est remonté à la surface, ça fait 15 jours, donc ça a été violent. Là, on s'aperçoit que on avait raison, ou pas. C'est l'avenir qui nous le dira, ou pas. Mais ma conviction personnelle, elle y est. Donc ici, on se trouve au centre des choses. On a l'emplacement de la maison Chatin, celle que tout le monde appelle de ce nom-là, qui se trouve à cheval sur le bâtiment et le parking. On a le pont de la Gâche qui est en face, qui est visible d'ici, au-delà duquel on sait que Marie-Ange Billou a fait du stop. La maison Chatin, c'est l'endroit où stationne le véhicule de Marie-Thérèse Bonfanti lorsqu'elle vient livrer ses journaux. Et là, à cet emplacement, se trouve normalement le passage à niveau à l'époque, par lequel, d'une part, Marie-Ange Billou arrive de chez elle, dans les maisons là-bas, pour se rendre, parce qu'elle a loupé son train, au pont de la Gâche et faire du stop sur la nationale. On est également à l'endroit où, venant de son entreprise qui se trouve au-delà des arbres, Liliane Chevènement en 1981 vient régulièrement, en suivant le chemin qui passe le long des voies, prendre le passage à niveau et repart dans l'autre sens pour aller à la cantine d'une entreprise qui se trouve un petit peu plus loin. Donc on est vraiment sur le point de passage de deux disparus et d'une personne assassinée. Les arbres qu'on voit là-bas, c'est à peu près, pas à peu près, c'est exactement l'endroit où on retrouve le corps de Liliane Chevènement quelques semaines après sa disparition en 1981. Donc on est à 200 mètres, 300 mètres au plus de la maison Chatin. Ça fait quand même beaucoup. Ce qui est troublant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en 1985, plusieurs femmes disent s'être fait agresser, en tout cas sur la route. Donc il y en a une, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui a reconnu Yves Chatin, qui a essayé de l'étrangler par derrière, et lui, il a été condamné, comme je vous le disais, à 18 mois de prison avec sursis à l'époque. Mais c'est la même année que la disparition de Marie-Ange Billou, juste à côté de chez lui. C'est pour ça que des questions se posent quant à sa probable culpabilité dans ce dossier. Je vous laisse avec les explications un peu plus précises de Philippe Folleté sur ce point-là. Il faut savoir aussi que Yves Chatin a été mis en cause dans une affaire d'agression de femme en 1979. Il était mineur à l'époque.
En 81, Liliane Chevènement est assassinée. Son corps est trouvé à proximité. En 81, il est encore mineur, il n'a pas le permis de conduire. En 85, il y a 4 femmes qui se font agresser et une qui disparaît. Et sur les 4 femmes qui se font agresser, il y en a une qui met en cause Yves Chatin, lequel sera condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour cette agression. Une femme qui l'a poursuivie en voiture et qui l'a tenté d'étrangler, puisque c'est sa méthode. Il a tenté d'étrangler alors qu'elle avait arrêté sa voiture et qu'elle était rentrée de nouveau dans l'habitacle pour ouvrir le coffre au prétexte qu'elle avait un pneu qui était crevé. Les 3 autres affaires, il a été présenté ou il a été entendu, mais pas mis en cause dans la mesure où les victimes et les témoins ne l'ont pas reconnu. Des affaires qui se passaient essentiellement de nuit et avec une agression par derrière. Donc, et c'est cette même année, en 85, que disparaît Marie-Ange Billou sur le carrefour qui se trouve après le pont de la Gâche. Et en 86, c'est donc Marie-Thérèse Bonfanti qui disparaît dans ces conditions. Donc on a quand même, et on a dans les auditions faites dans les affaires dans lesquelles il est mis en cause et il reconnaît, il est obligé de reconnaître, il dit quand j'ai besoin de frapper, il faut que je frappe. Et l'enquêteur lui fait répéter. Parce que ça le surprend d'entendre des déclarations spontanées de ce genre. Quand j'ai besoin de frapper, il faut que je frappe. De notre côté, nous sommes allés un petit peu enquêter sur la personnalité d'Yves Chatin sur place. On a eu des informations intéressantes quant à sa personnalité qui effectivement nous en apprennent un petit peu sur sa manière de fonctionner. Je peux pas en dire plus, mais sachez que beaucoup de gens le connaissaient dans la région. Évidemment, même si beaucoup de choses se bousculent cette année concernant Marie-Thérèse Bonfanti, concernant les 2 autres dossiers dont on reparle maintenant dans la presse, on n'a aujourd'hui aucun élément probant qui relie la culpabilité d'Yves Chatin. Il n'est encore aujourd'hui pas mis en examen dans le cadre de la double disparition des jeunes Belges, de la disparition de Marie-Ange Billou et également du meurtre de Liliane Chevènement. Aujourd'hui, ce qu'il serait important de faire, je trouve, c'est de décortiquer tout le passé d'Yves Chatin. Où est-ce qu'il était, à quelle date il y était, est-ce qu'on peut le relier vraiment à un point, à un moment donné, de manière concrète, par exemple avec des achats faits par rapport à des photos qui ont été prises. Malheureusement, on peut moins aujourd'hui compter sur la géolocalisation à cette époque-là, avec tout ce qui est téléphone portable, satellite. Il y avait beaucoup moins de GPS, de géolocalisation avec les portables, avec les appels. Ce serait bien en tout cas de le faire un peu à la manière de la cellule Ariane qui avait travaillé sur le passé de Nordal Lelandais en 2018. Vous savez, Nordal Lelandais, le meurtrier du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys. Bon, effectivement, eux, ils avaient quand même plus de données avec les téléphones portables parce que c'était beaucoup plus tard que ça s'est passé. Et par exemple, on pourrait peut-être mettre en relation son emploi du temps avec d'autres dossiers de la région. Je pense par exemple à la disparition le 8 juin 1997 de la jeune Cécile Valin qui avait 17 ans il me semble au moment de sa disparition. Donc cette disparition est depuis peu un dossier à RPD, donc je vous en ferai une vidéo je pense si j'ai l'accord de la famille très prochainement. Comme je disais, sa disparition a eu lieu le 8 juin 1997. Elle a été aperçue la dernière fois entre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et le village Pont-à-Mafré-Montpascal. Plus précisément, on la voyait marcher au bord de la route nationale 6 à ce moment-là. Donc pourquoi pas mettre en relation ce type de disparition avec l'emploi du temps d'Yves Chatin au moment de la disparition. Dans l'affaire Billou, donc par mon intermédiaire, on a saisi le procureur de la République. Pourquoi on a saisi le procureur de la République? Justement pour que le dossier aille ou pas à Nanterre. Donc là, pour le moment, si ce dossier va sur Nanterre, ça veut dire que c'est une cellule spécialisée qui va s'en occuper et la juridiction de Nanterre va pouvoir peut-être appréhender les 3 dossiers en même temps. Chevènement non, puisqu'on n'a personne ne m'a contacté, en tout cas personne n'a contacté l'association ARPD, ce qui est bien dommage, puisque si quelqu'un de la famille proche ou moins proche peut effectivement contacter la justice par l'intermédiaire de la RPD ou d'un avocat, que ce soit moi ou un autre d'ailleurs, ça permettrait de réunir ces 3 affaires. Attention, hein, je ne dis pas qu'il est à l'origine du décès de Madame Chevènement ou de Madame Billou, j'en sais rien moi. Mais si
ce qui me fait dire qu'il peut être intéressé par cette affaire, c'est la proximité géographique et de temps. Hein, l'espace et le temps. Ça, c'est important. Et ça fait partie des critères, on va dire, d'accession des dossiers à la cellule de Nanterre. Très important pour les mises à jour, 2 jours après la sortie de ma vidéo, c'est-à-dire le 26 octobre 2022, le crâne de Marie-Thérèse Bonfanti est retrouvé dans la zone indiquée par Yves Chatin. Donc c'est vrai que c'est un élément qui vient encore plus appuyer sa culpabilité dans ce dossier. Puis en même temps, il avait déjà avoué le meurtre de Marie-Thérèse. Donc bon, il n'y a plus vraiment de doute sur son implication, même s'il n'a pas encore été jugé là-dessus. On m'avait partagé plusieurs informations qui m'avaient été transmises après ma vidéo, que je vous avais mis en commentaire épinglé, mais que je vous répète ici, notamment sur le cas de la disparition de Marie-Ange Biou, qui est aujourd'hui un dossier qui est pris en charge par le pôle Cold Case du parquet de Nanterre. Et on avait aussi Philippe Folté qui m'avait apporté des précisions sur la prescription, parce que c'est quand même un concept très complexe à comprendre. Donc je vais lire ce qu'il m'avait écrit, ce que je vous avais également partagé. Il faut savoir que la prescription est passée de 10 à 20 ans en 2017 et qu'il ne faut pas confondre la prescription de l'action publique et la prescription de la peine, que ce soit en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle. La prescription de la peine, c'est quelqu'un qui a été condamné mais pas arrêté pour un meurtre et après 30 ans de cavale, il n'aura pas à exécuter sa peine. La prescription de l'action publique, elle démarre au moment du meurtre et elle est interrompue par tous les actes d'enquête, mais dès que l'enquête cesse, elle commence à courir pendant 10 ans avant 2017 et pendant 20 ans depuis 2017 si l'enquête reprend et interrompt de nouveau la prescription le temps de l'enquête. C'est-à-dire qu'une fois le délai écoulé en une ou plusieurs fois, la personne identifiée ne pourra plus être jugée et donc condamnée. Cette prescription, et je pense que vous l'aviez déjà compris avant, donc dans ma vidéo qui est sortie en 2022, c'est la principale bataille que sont en train de mener la famille de Marie-Thérèse ainsi que Maître Boulou, leur avocat. Et cette bataille, elle a connu plusieurs rebondissements depuis 2022. Rebondissements que je vais vous lister ici. Déjà, quelques semaines après la sortie de ma vidéo, alors que le crâne de Marie-Thérèse était retrouvé, on a en novembre 2022 Yves Chatin qui fait une demande de remise en liberté qui avait été refusée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble qui estimait que donc le meurtre n'était pas prescrit. Cependant, on a eu un coup de théâtre, enfin en tout cas pour moi c'était un coup de théâtre, parce que Yves Chatin va saisir en janvier 2023 la cour de cassation qui elle donc va casser le jugement de la cour d'appel de Grenoble et donc va annuler sa décision, ce qui fait donc que Yves Chatin va être libéré le 7 décembre 2023 dans l'attente que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, à qui le dossier a été renvoyé, prenne une décision, ou en tout cas se positionne et examine le dossier. Il y a eu donc une audience le 24 mai 2024 qui a relevé cette fameuse question, est-ce que oui ou non il y a prescription dans ce dossier? Ce sera donc à la cour de cassation de trancher en dernière instance. Alors évidemment, je pense que comme moi, vous êtes un peu outrés de cette fameuse prescription, sachant que on a tous les éléments qui pointent vers Yves Chatin, pas que qui pointent, parce que même lui a avoué, il a indiqué où se trouvait le corps, et après toutes ces années, on a retrouvé le crâne de Marie-Thérèse, il a expliqué comment il l'a tué, donc effectivement, je pense que ça sert à rien même de débattre, même si vous avez envie de le faire dans les commentaires sur ce point-là, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que la prescription, en tout cas dans le cadre de meurtres de ce genre, devrait pas exister, quoi, parce que vraiment, c'est quand même assez dingue qu'aujourd'hui on parle de prescription alors que l'accusé est en vie, est bien en vie, et qu'il y a la famille de la victime qui attend des réponses. Donc je sais pas, je trouve ça vraiment très étrange. J'ai vraiment du mal à comprendre la justice dans ce cadre-là. Pour ce qui est de l'avocat, donc Maître Boulou, il est obligé de tordre le problème dans tous les sens pour essayer que ça rentre en faveur d'une non-prescription dans ce dossier. Et pour ça, il va expliquer dans les médias, et je vais le citer, pour qu'il y ait prescription, il faut qu'il y ait un point de départ qui marque le début de l'infraction. Or, les magistrats ont estimé qu'on ignorait la date précise à laquelle Yves Chatin avait tué Marie-Thérèse Bonfanti. Donc, le meurtre ne peut être prescrit et le dossier doit être renvoyé au juge d'instruction grenoblois pour que les investigations se poursuivent et aboutissent à un procès aux assises. Vous voyez donc du coup qu'on est obligé de faire
des micmacs pour essayer de faire ressortir une faille qui prouverait donc que la prescription ne peut pas être appliquée dans ce cadre-là. La famille de Marie-Thérèse est en partie soulagée, et là je vais citer ce que va dire le mari de la victime, donc Thierry Bonfanti. Les arrêts des 2 cours d'appel de Grenoble et de Lyon vont dans le même sens, et j'espère que la Cour de cassation en tiendra compte, car la loi sur la prescription doit évoluer. Si vous vous posez la question, aujourd'hui Yves Châtain est toujours en liberté, bien qu'il soit sous contrôle judiciaire. Moi je trouve ça personnellement très effrayant de savoir qu'on a cet homme qui a avoué avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti qui se balade je ne sais où et qu'on peut le croiser à n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit parce qu'on ne sait pas où il est, à part s'il est retourné chez lui à la table. Et également, c'est d'autant plus effrayant qu'il est potentiellement impliqué dans d'autres dossiers, en tout cas qu'il est soupçonné dans d'autres dossiers, ceux que je vous avais cités dans ma vidéo. Et également j'avais évoqué la possibilité d'un lien avec le dossier dont je vais vous parler maintenant, celui de Cécile Valin. Finalement, et je sais pas comment j'ai pas pu le voir avant, j'étais passée complètement à côté de l'information. C'est à la Cour d'appel de Lyon qu'on a remis la décision finale, et en décembre 2024, la Cour d'appel a tranché. Yves Châtain, meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti, sera bien jugé car la prescription ne s'applique pas à ce dossier. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, le dossier est donc renvoyé devant le juge d'instruction, confirmant ainsi que l'action judiciaire peut se poursuivre contre Yves Châtain. Comme je vous le disais, on se retrouve très précisément à Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une petite commune qui se trouve en Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une petite commune qui est située en montagne, qui est constituée par la confluence de la rivière l'Arc et qui descend dans la vallée de l'Arve. La commune est idéalement placée parce qu'effectivement elle est proche de la frontière italienne, donc très proche de la grande ville de Turin, mais également proche des stations de ski. À Saint-Jean-de-Maurienne, on retrouve en 1997 une famille recomposée, la famille de Cécile Valin, qui est constituée de sa mère Maryse, de son beau-père et de leurs 2 enfants qu'ils ont eus ensemble. Son père à elle, Jonathan Oliver, habite au lieu-dit de Matan, qui est vraiment proche de Caen, en Normandie, dans le Calvados. De son côté, son père a également 2 enfants d'une précédente union, Chloé et Matthew, qui sont également les demi-frères et demi-sœurs de Cécile. Donc, en gros, Cécile, elle a 4 demi-frères et sœurs, 2 du côté de sa mère et 2 du côté de son père, qu'il a eu d'une précédente union. Et elle est un peu au centre de tout ça. Donc elle fait un peu le trait d'union entre les 2 familles. Tout le monde l'apprécie, même si on peut comprendre que c'est pas la place la plus facile à avoir dans une famille. Elle s'entend très bien avec ses demi-frères et sœurs et particulièrement avec Chloé, mais on y reviendra plus tard. Cécile grandit dans la maison familiale à Matan avec son père et sa mère qui eux se séparent assez rapidement, donc au bout de 6 années de vie commune. Et même si sa mère se met rapidement avec son beau-père, l'équilibre familial n'est pas perturbé parce que tout le monde habite dans la région et que Cécile voit très souvent son père. Et jusqu'à ses 14 ans, parce que aux 14 ans de Cécile, son beau-père va être muté dans un lycée en tant que proviseur à Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc Cécile va déménager avec eux et habiter à Saint-Jean-de-Maurienne. Et c'est vrai que c'est pas la porte à côté, c'est environ plus de 900 voire presque 1000 kilomètres de là où habite son père. D'ailleurs très rapidement, son père c'est un Anglais qui est venu habiter en France à ses 21 ans, donc il parle extrêmement bien français, même s'il a un petit accent anglais qu'on reconnaît bien. C'est une toute nouvelle vie qui s'offre à Cécile et bon là-bas elle va habiter carrément dans l'enceinte du lycée où le beau-père va travailler en tant que proviseur, le lycée Paul Héroux. Et ça se passe plutôt bien, il y a un équilibre qui s'est créé et Cécile va elle-même grandir jusqu'à devenir
lycéenne dans ce lycée Paul Héroux. À l'aube de ses 18 ans, qu'elle aurait dû normalement fêter le 28 octobre 1997, Cécile était assez reconnue à Saint-Jean-de-Maurienne. C'était une petite commune. Elle était connue comme la jolie belle-fille du proviseur du lycée. Alors Cécile, qui était-elle? C'était une élève d'abord studieuse. Elle aimait beaucoup travailler. Elle était passionnée de philosophie et également elle était très sportive. Elle a développé une passion pour l'escalade qu'elle pratiquait régulièrement, mais également elle faisait de la course à pied et elle aimait aussi faire de la randonnée. Cécile, au moment de sa disparition, c'était une jeune femme qui avait une beauté très naturelle, elle se maquillait vraiment très peu et elle était assez simple. Fin printemps 1997, on pouvait la distinguer par rapport à sa coupe de cheveux. Effectivement, elle avait une coupe de cheveux à la garçonne, donc les cheveux très courts. C'est une jeune fille à ce moment-là qui est très sociable, elle a vraiment pas mal de connaissances, pas mal d'amis et au moment des faits, Cécile était en couple avec Jérémy depuis environ 2 ans. C'était une année très importante pour elle, tout simplement l'année du bac. En effet, elle aspirait à être professeure de sport et c'était l'année où elle pouvait commencer à réaliser son rêve, déjà son rêve d'indépendance. Elle voulait aller étudier à Grenoble, elle avait déjà fait du repérage pour se prendre un petit studio là-bas, donc elle était vraiment impatiente d'arriver à la fin de son bac pour pouvoir ensuite aller à Grenoble et vivre sa vie universitaire de jeune femme. En plus, il n'y avait aucun souci, vous savez, il y a des gens, on sait qu'il n'y aura pas de problème pour qu'ils aient leur bac, elle faisait partie de ces gens-là. Pour elle, on savait qu'elle allait avoir son bac assez facilement. Par rapport à la relation avec son père, il y avait quand même une très bonne relation, malgré la distance géographique. Elle et son père s'appelaient assez régulièrement et il lui payait souvent des billets de train pour qu'elle vienne le voir en Normandie. Et en plus de ça, elle passait des bons moments également avec sa demi-sœur Chloé, avec qui elle s'entendait très bien, comme je vous disais. Chloé, qui à l'époque des faits avait 23 ans, c'était vraiment la confidente de Cécile. On arrive au moment de la disparition, c'est le week-end du 7 et 8 juin 1997. Cécile est en pleine période de révision du bac parce qu'en effet, une semaine après, le lundi 16 juin 1997, c'était la première épreuve, l'épreuve de philosophie. C'est en partie pour cela qu'elle décide de ne pas aller au week-end familial qui était prévu dans le sud de la France où elle était conviée, elle, Maryse, sa mère, son beau-père et leurs 2 enfants. C'était un week-end pour un baptême. Finalement, ils partent tous, sauf Cécile qui reste sur place dans l'appartement familial pour pouvoir réviser tranquillement. En tout cas, c'est ce qu'elle dit à sa mère et à son beau-père. Finalement, eux, ils reviennent la nuit du dimanche 8 juin, donc dans la nuit vers minuit passé. Ils rentrent dans l'appartement et ils se rendent compte que la chambre de Cécile est vide. Cécile n'est pas dans la chambre et elle n'est pas non plus dans l'appartement. C'est très vite inquiétant parce que Cécile n'a jamais découché et c'est pour ça que la gendarmerie est très rapidement alertée. Elle est alertée dans la nuit et les proches de Cécile vont commencer tout de suite les recherches dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Le lendemain, donc on est le lundi 9 juin 1997, la disparition inquiétante de mineurs est confirmée et le mardi 10 juin 1997, c'est Maryse, sa mère, qui va porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et l'enquête est confiée à la gendarmerie de la brigade de recherche de Chambéry. Les investigations vont être très complètes et elles vont commencer très rapidement. La gendarmerie va déployer des moyens considérables pour retrouver rapidement Cécile. Effectivement, on pense que si Cécile a fait un accident, qu'elle a voulu se balader toute seule, il est primordial de la retrouver très rapidement. Si elle est blessée, qu'elle est tombée quelque part, elle a besoin de soins immédiats. Le signalement de Cécile est précisé dans un appel à témoins. Cécile a notamment plusieurs signes distinctifs, à savoir un anneau argenté à l'oreille droite. Il y a également une cicatrice de 10 cm sous le sein droit qui est un reliquat d'une opération qu'elle a subie quand elle n'était qu'un nourrisson à cause d'une sténose du pylore. Il y a des battues qui vont être organisées dans la vallée de la Maurienne, vraiment partout. Aux alentours également, il y a des hélicoptères qui vont ratisser toutes les zones en long, en large autour de Saint-Jean-de-Maurienne, au niveau des montagnes. Également des équipes cynophiles qui vont être déférées sur place. Malheureusement,
malheureusement, toutes les recherches dont je viens de vous parler ne vont rien donner. En parallèle de ça, les enquêteurs vont perquisitionner le domicile familial, ce qui est totalement normal, afin de récolter le plus d'informations possible, notamment dans la chambre de Cécile. Le but étant de trouver toutes les informations possibles et ensuite de recueillir aussi des témoignages de ses proches pour pouvoir reconstituer comment s'est déroulé le week-end de Cécile du 7 et 8 juin 1997. Entre autres, ils vont saisir les répertoires téléphoniques de Cécile. Dans la chambre de Cécile, il va y avoir la couette qui va être saisie, la couette de son lit, pour des analyses ADN ultérieures qui ne vont rien donner. Et dans sa chambre, qui est plutôt rangée, on retrouve sur son bureau ses cours, mais également son portefeuille. Par contre, on ne retrouve pas sa carte d'identité et on ne retrouve pas également sa carte bancaire. Donc on estime qu'elle est partie avec ces deux éléments. Ce qui est vraiment embêtant à l'époque, même si il y avait déjà des téléphones portables à l'époque, c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui et Cécile n'en avait pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu avoir accès à la liste des appels téléphoniques sortants, c'est-à-dire tous les appels téléphoniques passés depuis le domicile de Cécile pendant le week-end de la disparition. Ce qui, en plus des témoignages recueillis, va permettre d'établir de manière globale l'emploi du temps de son week-end. Effectivement, on s'aperçoit que le 8 juin 1997, le dimanche, donc le jour de sa disparition, elle a passé plusieurs appels, notamment un appel le matin à 10h45, un appel à sa demi-sœur Chloé. Cet appel malheureusement restera sans réponse parce que Chloé n'était pas proche de son combiné à ce moment-là. Ensuite, il y a deux autres appels qui vont être passés. Un appel à 16h45 qui a été passé à sa meilleure amie, Sandrine, et un appel précisément à 17h18 à son père Jonathan, qui va être le tout dernier appel, donc la toute dernière preuve de vie formelle de Cécile, et son père va se souvenir toute sa vie de cet appel. Pendant les 6 minutes 12 d'appel téléphonique, Cécile explique à son père qu'elle est un peu gênée parce que la veille au soir, elle a invité 4 amis, 4 garçons, et elle n'a pas le droit d'inviter, encore moins sans autorisation, des amis dans l'appartement familial. Donc elle l'a fait sans autorisation de sa mère ni de son beau-père. Et donc elle appréhendait leur réaction et elle demandait un peu conseil à son père lui disant bah écoute, ne dis rien à ta mère, ça va être source d'embrouille pour rien, concentre-toi plus sur ton bac et tes révisions. Et d'ailleurs à ce moment-là elle a dit d'ailleurs t'as raison, je vais m'y mettre. Et c'est la dernière parole qu'elle va avoir pour son père. Donc à côté de cela, on va interroger les amis de Cécile et notamment ces 4 garçons qui sont les dernières personnes à avoir vu Cécile avant sa disparition. Donc ces 4 garçons qui sont Mathias, Karim, Sébastien et Benoît. Et d'ailleurs malheureusement il n'y a plus que 3 de ces personnes aujourd'hui qui sont vivantes parce qu'il y en a un qui est malheureusement décédé d'un accident de voiture. Pour revenir au week-end, vers 17h la veille de sa disparition, donc le samedi 7 juin, Cécile avait envie un peu de respirer de ses révisions et elle les a invités à faire de l'escalade sur le mur d'escalade du lycée. Ensuite, ils sont restés à peu près 2 heures, vers 19h, elle les a invités chez elle pour faire un repas et une soirée. Elle avait d'ailleurs prévenu les voisins qu'il y aurait peut-être un peu de bruit. Les voisins vont être interrogés, ils vont dire que eux, ils n'ont rien entendu. Donc comment se déroule la soirée? Il va y avoir un repas et à peu près vers 22h, les amis vont s'installer sur le canapé puis vont regarder ensemble un film avec John Travolta qui s'appelle Phénomène. Pendant cette soirée, elle se rapproche de Sébastien, elle commence même à flirter avec lui et à un moment ils vont un peu s'isoler dans la cuisine et ils vont s'embrasser là-bas. La soirée va durer jusqu'à 3h du matin et tout le monde rentre chez eux. Et donc on apprend à travers les différents appels qu'elle a eus, donc notamment à travers l'appel qu'elle a eu avec sa meilleure amie Sandrine, donc elle avait un petit peu des remords parce qu'elle avait trompé son petit ami Jérémy avec Sébastien et également elle se sentait mal d'avoir invité des gens sans avoir prévenu son beau-père et sa mère. On pense que c'est pour ça que le matin elle avait appelé sa demi-sœur Chloé, même si celle-ci n'a pas répondu, c'était peut-être sûrement pour demander des conseils à sa confidente. Et on apprend à travers l'interrogatoire de Sébastien que finalement ils se sont revus le dimanche après-midi. Donc il est revenu lui à 14h
au domicile de Cécile, ils ont joué aux échecs et en même temps ils ont continué à se rapprocher et à flirter ensemble. Au moment d'arriver, donc juste après être arrivée, Cécile va recevoir un appel, donc c'est un ami Kamel, donc c'est lui qui va le dire dans un interrogatoire. Kamel qui est un autre ami, il lui a demandé s'il pouvait récupérer des CD qu'il lui avait prêtés et il fallait que ce soit maintenant et elle pouvait pas, enfin elle avait surtout pas envie parce qu'elle était avec Sébastien à ce moment-là. Elle lui a proposé un rendez-vous plus tard et lui il n'était pas d'accord parce que il allait repartir chez lui en train dans la journée à Grenoble et qu'il voudrait que ce soit maintenant et elle a dit bah tant pis, je te les rendrai pas tout de suite. Voilà, donc ça s'est terminé à ce moment-là. Elle a continué sa petite après-midi avec Sébastien qui finalement va s'en aller vers 16h45. Et donc de ce qu'on sait, c'est la dernière personne à avoir vu de ses yeux Cécile, en tout cas de manière formelle, ce jour-là. Comme j'expliquais, elle a eu des remords, donc elle a appelé sa meilleure amie Sandrine. C'est là que elle lui a dit bon voilà ce qui s'est passé, qu'elle s'en voulait un petit peu, elle était un peu énervée et après elle s'est dit non, il faut que je reste focus sur les révisions du bac de philo. Et juste après donc cet appel, elle a appelé son père, donc le fameux dernier appel à 17h18 et là aussi elle va le dire à la fin qu'elle va se concentrer sur ses révisions. Et ensuite, comme je vous le disais, plus rien. C'est à partir de là qu'elle a disparu. Et on ne sait pas comment ça s'est réellement passé à ce moment-là. Évidemment, tout le monde a été entendu, tout le monde a été mis hors de cause, c'est-à-dire ses amis, les 4 personnes qui étaient là, son flirt du moment et Jérémy, son petit ami. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions, on se disait mais peut-être qu'il a appris ce qui s'est passé, qu'il s'est fait tromper et qu'il a voulu se venger, ou peut-être s'en prendre à Cécile, mais il a un très solide alibi pour le moment, le jour et l'heure de la disparition de Cécile. Effectivement, c'est un alibi vérifiable, donc il est totalement mis hors de cause. Les 4 autres aussi ont été mis hors de cause, ils ont également des alibis. Toutes ces connaissances vont être entendues, les voisins vont être entendus, il y a même des professeurs qui vont être entendus, des personnes qui font de l'escalade avec elle aussi. À côté de ça, son compte bancaire est vérifié et depuis sa disparition, il n'y a aucun moment sur le compte. Les enquêteurs vont également vérifier du côté de la gare SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne. Peut-être qu'un employé ou quelqu'un l'a vue là-bas. Ils vont vérifier également au niveau des contraventions. Ils vont voir si par hasard elle aurait été contrôlée sans ticket et donc il y avait une trace de sa contravention à son nom, mais ce n'était pas le cas. Il y a également une perquisition dans la maison d'enfance, donc à Matan, la maison d'enfance de Cécile en Normandie. Cette perquisition va rien donner, mais c'est pour montrer que les gendarmes ont vraiment exploré le maximum de pistes et ils ont exploré la piste familiale. Parce qu'entre autres, il va y avoir les domiciles de Maryse et de son mari et également de Jonathan qui vont être mis sous écoute. Toutes ces investigations nécessaires ne vont rien donner. On recueille quand même énormément de témoignages, des témoignages qui partent un petit peu dans tous les sens, donc on ne sait pas qui croire. On la voit le jour de la disparition à un moment T proche de la gare, finalement on la voit au même moment de l'autre côté de la ville, on la voit aussi à côté d'un bar, donc on ne sait pas trop qui croire. Par contre, il y a des témoignages très intéressants, notamment le témoignage d'une de ses amies, donc une personne qui la connaît physiquement. Cette personne, qui est une copine de classe qui s'appelle Myriam, va dire l'avoir vue, reconnue marcher le jour de sa disparition, donc le dimanche 8 juin, marcher seule avec un t-shirt blanc et un pantalon foncé le long d'une route à la sortie de la ville. Donc cette route, c'est l'ancienne Nationale 6 qui est devenue aujourd'hui la départementale 906. Elle aurait été aperçue vers 17h45 marchant en direction de Chambéry au niveau de l'entreprise du Vernet. À 18h45, il y a également un autre témoin qui va l'avoir aperçue au niveau de Pont-à-Mafray. Donc Pont-à-Mafray, ça paraît plutôt logique parce qu'elle avait l'habitude d'y aller, notamment pour faire de l'escalade, parce qu'il y avait un mur d'entraînement là-bas. C'est également un endroit qui est proche d'une via ferrata et donc avec pas mal de passages, notamment ce beau dimanche de juin 1997. Ça me paraît logique aussi
aussi au niveau timing, il l'a vu 1 heure après le témoignage de son amie Myriam sur la nationale, donc elle l'a vu à 17h45, il l'a vu à 18h45. Quand on regarde si elle a vraiment tout fait à pied, si elle est marchée le long de cette nationale, il y a environ 45 minutes entre les 2 points, donc ça paraît logique niveau timing. Pont-à-Mafré, pour vous situer, c'est vraiment à 6 km au nord par rapport au centre de Saint-Jean-de-Maurienne. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que cette route nationale, là où elle aurait été aperçue marchant le long de cette route d'un air un petit peu triste, des dires de Myriam, c'est pas du tout fait pour les piétons, c'est pas du tout agréable pour marcher, ni pratique. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'elle est passée par là. Vu que Cécile a été aperçue à ce niveau-là, on va essayer de recueillir un maximum d'informations. Notamment à ce moment-là, il y avait une route qui était en construction, même une autoroute il me semble, et Cécile était passée devant le chantier de cette autoroute. Tous les ouvriers du chantier sont interrogés sans grand résultat. Par contre, il va y avoir 2 témoignages importants et intéressants qui vont concorder, notamment sur les agissements d'un conducteur d'un van qui était un peu suspect. Ce van, c'est un van gris métallisé chromé, plutôt moderne, avec des vitres teintées. Il était apparemment conduit par un homme d'une 30aine d'années typé méditerranéen et la plaque était immatriculée dans le département 31, donc Haute-Garonne, aux environs de Toulouse. On a quand même beaucoup d'informations et la gendarmerie va retrouver 300 véhicules correspondant au signalement et malheureusement cette piste ne va rien donner, on ne va jamais retrouver cet homme typé méditerranéen qui aurait été aperçu ce jour-là par 2 témoins proche du lieu de la disparition de Cécile. On notera, même si aujourd'hui pour nous ça semble évident, que Cécile ne s'est jamais présentée à ses épreuves du bac. Ses camarades de classe s'attendaient peut-être à l'apercevoir et se dire bon, finalement elle est peut-être juste disparue 1 semaine et elle va revenir pour le bac. Malheureusement elle ne passera jamais son bac. Parallèlement à toutes les recherches faites par les enquêteurs, la famille est également très impliqués dans les recherches. Bien que le père et la mère de Cécile soient séparés, ils sont soudés au départ face à la disparition de leur fille. D'abord, comment Jonathan, lui, a appris la disparition de sa fille? Et ben c'est le lendemain où il a eu cet appel de sa fille, donc le lundi, il va appeler en fin de journée sur le fixe de l'appartement en pensant tomber sur Cécile, mais finalement, il tombe sur Maryse, donc son ex-femme. Et là, elle va lui apprendre la nouvelle que Cécile a disparu. Et il ne va jamais le dire tout de suite, mais il le dit dans son livre que je vais vous présenter en fin de vidéo. Il va dire que pour lui, il a tout de suite senti qu'elle était morte, même si c'est pas du tout l'hypothèse qu'il aurait voulu privilégier dès le début. D'ailleurs, il va se ranger vers la thèse de la fugue, comme Maryse et le beau-père de Cécile à ce moment-là. Même s'il y croyait pas trop, mais juste parce que c'est la théorie, on va dire, la plus positive. Kamel, vous savez, celui qui devait récupérer ces disques qui avait appelé Cécile le jour de sa disparition, a été très vite impliqué dans les recherches et a ouvert une association qui s'appelle l'association Cécile, constituée de proches et de moins proches de Cécile, de Jonathan et des amis de la famille. Et à son apogée, cette association comptait entre 300 et 400 membres actifs bénévoles. Au tout début d'ailleurs, énormément d'affiches ont été posées à Saint-Jean-de-Maurienne, à Grenoble, dans les villes alentours, dans les gares. Dès qu'il y avait limite un poteau de libre, on mettait une affiche de Cécile, donc ça a permis de diffuser le visage de Cécile vraiment au maximum. Comme à chaque fois dans chaque disparition inquiétante et un peu médiatisée, il y a eu des pistes de radiesthésistes, des radiesthésistes qui ont contacté la famille. Il y a eu plusieurs lieux de localisation de Cécile par ces radiesthésistes. Ces lieux ont été vérifiés parce que même s'ils n'y croyaient pas réellement, ils se sont dit qu'il ne fallait rien laisser au hasard. Et ces recherches se sont avérées vaines comme toutes les recherches malheureusement menées jusque-là. Pour ce qui est de l'enquête, elle va stagner pendant un moment. En fait, il va y avoir pas grand chose, il va y avoir des pistes qui vont être étudiées, je vais vous en parler par la suite dans la partie théorie. Pour ce qui est de l'ADN, c'est finalement assez tard que l'ADN de Cécile va être ajouté au dossier. C'est à partir d'une brosse de cheveux de Cécile que son père Jonathan avait
conservé, que l'ADN, donc à partir de cheveux, va être prélevé, puis derrière séquencé et ajouté à la base de données FNEG. FNEG qui est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. De son côté, la demi-sœur de Cécile, Chloé, va au tout début se porter partie civile et prendre une avocate, l'avocate pénaliste Maître Cathy Richard, qui est vraiment une référence dans son milieu, d'ailleurs qui est aujourd'hui, depuis peu, membre associé de l'association ARPD. Et elle devient ensuite, par la suite, l'avocate du père de Cécile, donc de Jonathan. Maître Cathy Richard va prendre à bras le corps ce dossier et va se battre pendant toutes ces années aux côtés de la famille pour connaître la vérité et surtout que les investigations ne cessent jamais. Il y a eu beaucoup de juges d'instruction dans ce dossier qui se sont succédés, ce qui a ralenti considérablement les investigations, mais la juge d'Albertville, le 26 mai 2008, supervise la fermeture d'un tronçon de l'autoroute A43, cette autoroute qui était en construction au moment de la disparition de Cécile. Vous savez, elle était passée devant un chantier en construction, c'était l'autoroute A43, près de Saint-Jean-de-Maurienne, pour sonder les fondations de l'ouvrage dans l'hypothèse que quelqu'un ait tué Cécile et se soit débarrassé dans les fondations en construction à ce moment-là de l'autoroute A43 du corps de Cécile. Les recherches ont été effectuées avec un géoradar qui permet grossièrement à travers l'utilisation d'ondes de repérer les fluctuations dans le sol, et donc si quelqu'un ou quelque chose est enterré, on le repère facilement. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs selon le parti où on se place, les recherches resteront infructueuses. C'est 5 mois plus tard, toujours en 2008, après ces recherches, qu'on est vraiment au bord de la clôture du dossier, du classement sans suite du dossier, mais grâce encore une fois à Maître Richard et à la famille qui vont vraiment faire pression, le maintien de l'enquête est obtenu in extremis, parce que, je vous le rappelle, si le dossier est clôturé, il n'y a plus d'investigation. L'enquête est reprise dès le début, les témoins ont été réentendus, les alibis ont été vérifiés. Il y a même un homme, un ex-ami lycéen de Cécile, alors j'ai pas son identité donc je vais pas dire de bêtises, mais il était très impliqué dès le début dans les recherches et il a été mis sous écoute juste parce qu'on pensait peut-être qu'il pouvait être impliqué, et il s'avère que cette piste n'a rien donné. Finalement, c'est en décembre 2019 que l'OCRVP, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'OCRVP, c'est l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui est une division spécialisée de la police qui va reprendre le dossier de Cécile. Cette division est entre autres spécialisée dans les cas d'enlèvement et de séquestration. Ainsi, après 22 ans d'enquête, ils vont vraiment tout reprendre depuis le début et essayer d'apporter un œil nouveau sur ce dossier. Et malgré leur travail, qui va être quand même intense, aucune piste et aucun élément qui va amener à la découverte de ce qui s'est passé ce dimanche 8 juin 1997 pour Cécile. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les théories envisageables et tout ce qu'il reste à faire sur le dossier, tous les actes d'enquête qu'il faut encore mener pour pouvoir prétendre à faire le maximum sur ce dossier. En 2020, l'OCRVP va d'ailleurs relancer, donc 23 ans après, un appel à témoins pour la disparition de Cécile. Et finalement, et ça c'est très récent, en 2022, ce sont les magistrats du nouveau pôle Cold Case à Nanterre qui a été mis en place au 1er mars 2022 qui vont s'occuper du dossier de la disparition de Cécile. C'est une bonne chose, mais il faut espérer qu'il y ait assez de magistrats qui travaillent pour tous ces dossiers qui vont être pris en charge par la cellule, parce que ça commence à faire beaucoup, et effectivement qu'ils se répartissent bien le travail et que les investigations soient bien relancées pour chacun des dossiers pris en charge par la cellule. Donc comme je vous disais, c'est en 2022 que le père de Cécile, Jonathan Oliver, va saisir la RPD pour le dossier de la disparition de sa fille sous les conseils de son avocate, Maître Richard. C'est d'ailleurs Monsieur Folté, Philippe Folté, que je vous ai présenté dans la vidéo de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, qui va reprendre ce dossier. Il va déjà faire 2 pages très complètes sur les théories probables sur la disparition de Cécile, des théories qui n'avaient pas jusque-là été mises à jour, que je vous exposerai très brièvement dans la partie qui va suivre.
Donc je vais vous exposer toutes les pistes et les théories qui ont été envisagées, celles qui ne le sont plus aujourd'hui, celles qui le sont encore, et également toutes ces nouvelles pistes qu'il faudrait approfondir pour pouvoir peut-être enfin obtenir un indice sur la disparition de Cécile. On va commencer par la piste qui avait été privilégiée dès le départ, qui est la piste un peu la plus rassurante pour les proches, mais qui a malheureusement été très rapidement mise de côté, c'est la piste de la fugue. Donc qu'est-ce qui pourrait appuyer cette piste? Tout simplement, on sait qu'à ce moment-là, Cécile ne se sentait pas très bien parce qu'elle avait désobéi à son beau-père, à sa mère, et qu'en même temps, elle avait trompé son petit ami. Donc elle pouvait très bien se dire qu'elle avait fait n'importe quoi et elle voulait disparaître à ce moment-là. Maryse et son mari ont vraiment cru cette théorie-là. Juste après sa disparition, le beau-père avait laissé en répondeur sur le téléphone familial de leur appartement à Saint-Jean-de-Maurienne un message vocal que je vous laisse écouter ici. Allô, Cécile, tu sais ce qui se passe, c'est pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres quand tu veux, tu nous laisses un message. Comme vous tous. Qu'est-ce qui peut, en plus de ça, appuyer cette théorie? Ce sont les dires de Sébastien, vous savez, le flirt qu'elle a eu pendant une soirée. Donc lui, il a rapporté aux enquêteurs, lors d'un interrogatoire, je vais vous citer, il dit « Je tiens à préciser que j'ai eu l'impression que Cécile se sentait prisonnière de son milieu familial. Pour moi, elle aspirait à un peu plus de liberté. Elle m'a confié qu'elle était pressée de vivre sa vie d'étudiante, probablement pour sortir du contexte de sa famille. Seulement, pour moi, ça ne colle pas, parce qu'effectivement, on a tous pensé à un moment ou à un autre, en étant adolescent, qu'on n'avait pas assez de liberté. Donc oui, effectivement, ça existe des fugues, mais généralement, très rapidement, les enfants reviennent, ou alors, en tout cas, il y a une trace de leur vie, de leur passage en France, notamment que ce soit au niveau de la sécurité sociale, tout simplement, au niveau du travail. En tout cas, il existerait une trace, à part si elle serait partie dans un autre pays. Je pense à l'Italie parce que c'est vraiment un pays qui est très proche de Saint-Jean-de-Maurienne. On est à 2 heures de Turin, pour rappel. Mais pourquoi ne donner aucune nouvelle à personne pendant toutes ces années, alors qu'elle était quand même très proche de sa famille, notamment de son père, de sa demi-sœur qu'elle avait appelée le matin de sa disparition? Pour moi, ça n'a pas de sens, et d'ailleurs, c'est pas du tout la piste qui va être privilégiée très longtemps, et cette piste va être mise de côté au détriment d'autres pistes qui sont peut-être un peu plus plausibles. On pense notamment à la piste du suicide. Est-ce que Cécile aurait mis fin à ses jours ce 8 juin 1997? Même si on ne pense pas par rapport à son comportement, par rapport à sa personnalité, on ne sait jamais ce qui passe dans la tête d'une jeune adolescente de 17 ans, surtout après avoir été perturbée à ce point. Elle n'était pas du tout dans une bonne journée et psychologiquement elle se sentait pas bien, et en plus de ça elle était peut-être stressée par rapport à ses révisions. Peut-être qu'elle a agi de manière impulsive et qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Qu'est-ce qui pourrait appuyer cette théorie? C'est le fait que Myriam décrit l'avoir vue marcher le long de cette fameuse route d'un air un peu triste, donc peut-être qu'elle était partie dans un but précis. Mais quoi qu'il en soit, même si cette piste on ne peut pas la mettre de côté aujourd'hui, il est très probable qu'on aurait retrouvé un corps, surtout après toutes les recherches qui avaient été faites, toutes les battues et également les cours d'eau, les points d'eau qui ont été dragués, où il y a eu vraiment des recherches très approfondies. Même si cette piste n'est pas à exclure, il y a d'autres pistes qui paraîtraient plus crédibles, par exemple la piste accidentelle. On sait que Cécile était une grande sportive au moment de sa disparition et elle aimait l'escalade qui n'est pas un sport sans risque par définition. En plus de ça, on se retrouve dans une région montagneuse, il y a quand même beaucoup de falaises et effectivement il y a des endroits qui seraient difficilement accessibles par les équipes de recherche ou les équipes de secours. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que Cécile, elle a eu envie, après toutes ces émotions, de prendre l'air, d'aller se balader, de peut-être se faire une randonnée toute seule, et à ce moment-là, elle aurait eu un accident et malheureusement on ne l'a toujours pas retrouvée aujourd'hui. Encore une fois, je pense peut-être même qu'en allant se balader et quand elle a marché sur la route, elle se serait peut-être fait renverser par quelqu'un qui a voulu cacher le corps pour ne pas se faire repérer. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est une route qui était quand même bien empruntée à ce moment-là. On était en fin de journée un dimanche, donc les gens rentrent chez eux.
Ça m'étonnerait que ce soit passé, que personne n'ait rien vu et la personne n'ait pu se débarrasser du corps de Cécile comme ça. Et pour ce qui est de sa balade, ça me paraît quand même bizarre par rapport à l'horaire, c'est-à-dire que si on reprend les horaires des témoins, entre 17h45 et 18h45, elle serait allée randonner à partir de cette heure-là, donc même s'il fait encore jour assez tard, il n'y a pas grand monde qui va randonner en fin de journée comme ça. Bon, et même si rien ne réfute cette théorie, il n'y a rien non plus qui l'appuie. Et enfin, je vais vous exposer la piste qui a été clairement la plus travaillée, privilégiée par les enquêteurs pendant un moment, et je pense qu'il est encore, c'est la piste de l'implication d'une tierce personne. Tout d'abord, il y a un exclu qu'il ne s'agisse pas d'une personne qu'elle connaissait. Effectivement, rappelez-vous, je vous avais parlé du fait que malheureusement, seulement les appels sortants du domicile ont été étudiés et pas les appels entrants, c'est-à-dire les appels extérieurs des gens qui ont appelé sur le téléphone. Donc il est très possible qu'après 17h18, donc après les 6 minutes d'appel la journée de sa disparition avec son père, quelqu'un l'ait appelé, quelqu'un qu'elle connaissait, pour lui donner rendez-vous quelque part, peut-être aller marcher ensemble ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a voulu aller rejoindre cette personne et que le rendez-vous s'est mal passé. Et donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que quelqu'un, obligatoirement, sait quelque chose. Et comme le dit très bien le père de Cécile, lui, limite, il en a rien à faire de qui a fait quoi. Ce qu'il voudrait juste, c'est que quelqu'un témoigne, même si c'est de manière anonyme, pour dire ce qui s'est passé avec sa fille et si elle est décédée, où est son corps. Mis à part la piste du rendez-vous qui a mal tourné, il y a également la piste des délinquants sexuels de la région qui a été bien travaillée par les enquêteurs. Il y a toute une liste qui a été faite par élimination. Il y a plusieurs personnes qui ont été interrogées, notamment un homme qui a été connu pour être l'auteur d'agressions sexuelles et qui était présent sur le chantier de l'autoroute A43 au moment de la disparition de Cécile. Mais malheureusement, rien n'est ressorti de cette piste. Rappelez-vous aussi, il y avait la piste de ce fameux van avec cet homme de typé méditerranéen qui n'a jamais été retrouvé, donc encore une piste de plus qui n'a pas abouti. Et d'autres pistes qui ont été envisagées par les enquêteurs, notamment 15 jours après la disparition de Cécile. Il y a une piste qui paraissait dès le départ assez sérieuse. Ce sont les enquêteurs qui ont été alertés par la douane. Effectivement, ils ont arrêté un certain Jean-Marc Reiser à Morteau dans le Doubs. C'est environ 3h30 au nord de Saint-Jean-de-Maurienne en voiture. Alors oui, je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose parce que cette année c'était son procès dans le cadre du meurtre de Sophie Le Tan. Il a d'ailleurs écopé de la plus grosse sentence en France, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et donc il a été reconnu de l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets ici si vous voulez aller la voir. Mais bon, à ce moment-là on était loin de tout ça. Il avait été arrêté seulement par rapport à ce qui se trouvait dans sa voiture, dans son coffre. Bon, quand je dis seulement, c'est parce que vous allez voir pourquoi. On a retrouvé dans son coffre de voiture des armes, des cagoules, des médicaments et surtout, très inquiétant, une série de photos de femmes nues, pour certaines, qui paraissaient endormies. Et on apprendra plus tard que certaines de ces personnes avaient été agressées sexuellement, même si on n'a pas reconnu toutes les femmes sur ces photos. Et parmi ces photos, il y avait une photo d'une femme qui ressemblait beaucoup à Cécile. En plus, sachant qu'il avait été déjà soupçonné en 1987 pour la disparition de Françoise Aumann, ça fait vraiment à ce moment-là un suspect plutôt conséquent. Mais après vérification, il se trouve que au moment de la disparition de Cécile, il était à Strasbourg. C'est d'ailleurs là qu'il a vécu pendant un bon moment dans sa vie. Notamment, on le sait parce qu'il a utilisé sa carte bancaire. Et pour ce qui est de la photo de la femme qui ressemble à Cécile, après expertise, il se trouve que ce n'était pas Cécile, mais une ex-compagne de Jean-Marc Reiser. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette photo avait été prise à son insu. Et en 2001, pour la petite histoire, il va quand même être condamné à 15 ans de réclusion criminelle par rapport à des viols et des agressions sexuelles qu'il avait commis. À ça s'ajoute en 2022 sa réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan. On est presque sûr qu'il est impliqué dans la disparition de Françoise Aumann et donc heureusement pour la famille, l'enquête est relancée depuis cette année. Même si on est sur un homme voilà, avec des agissements horribles, il est disculpé dans le dossier de la disparition de Cécile Valin. 5 ans après la disparition de Cécile, la famille va faire appel à un détective privé qui va énormément bien travailler, d'ailleurs en collaboration
coopération avec les enquêteurs, il va trouver une piste très intéressante. Il va dire que Cécile aurait pu monter dans une voiture qui est une Peugeot 205 rouge, immatriculée à Turin, en Italie. Alors je sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, quoi qu'il en soit à ce moment-là c'était une piste assez concrète. Malheureusement malgré plusieurs relances à la police italienne, il ne va y avoir aucune réponse et donc c'est très compliqué de travailler avec l'Italie sur ce dossier. Il va mettre aussi en lumière la piste d'un docteur, le docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là c'est vraiment très étrange parce que au moment de sa mort, il va être retrouvé sous son lit une boîte avec dedans plein de coupures de journaux concernant la disparition de Cécile. Alors c'est étrange, sauf si vous êtes comme moi en train de parler de disparition sur une chaîne YouTube ou si vous êtes impliqué de près ou de loin dans le métier ou dans la disparition. Sinon, personne ne fait ça, surtout si ça concerne une seule disparition précise. Donc c'est vrai que là, on a énormément de questions et il va y avoir une perquisition qui va être faite à son domicile. Malheureusement, rien ne va être retrouvé, sauf dans son garage une voiture rouge qui correspond peut-être à ce qu'on avait dit. Bon, même si la voiture rouge ne correspond pas à la même marque, il va s'agir d'une Renault de type R19, donc je ne sais pas pour l'immatriculation, mais il est très facile de confondre les deux modèles. Après, encore une fois, il peut s'agir d'une simple coïncidence, et même si cette piste du docteur G paraît crédible, il n'y a aucune information qui va ressortir de cette piste. En plus de Jean-Marc Reiser, il va y avoir la piste criminelle du tueur en série qui va être envisagée à travers d'autres personnes. En tout cas, la piste du prédateur a longuement été favorisée par les enquêteurs. Plusieurs noms vont ressortir dans cette enquête, notamment le nom de Michel Fourniret. Je pense que vous le connaissez si vous suivez un petit peu les histoires criminelles en France. Lui, il s'agit d'un multirécidiviste, meurtrier et violeur, pédophile également, qui est décédé en prison. Lui fait partie des seuls en France qui avaient pris la perpétuité incompressible. Et on parle du dossier de Cécile Valin à partir de 2004. À ce moment-là, il est incarcéré en Belgique et il est sur le point d'être remis à la justice française. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Tout simplement parce qu'on se rend compte du nombre de victimes qu'il a fait et on se dit on va peut-être relier d'autres dossiers. Il n'y avait pas spécifiquement de preuves concrètes. On a fait des analyses ADN sur sa fourgonnette qui n'ont pas matché avec l'ADN de Cécile et on a essayé de trouver un lien avec Saint-Jean-de-Maurienne ou la région et on a trouvé une personne de la famille, une nièce qui habitait près de Saint-Jean-de-Maurienne à l'époque. Elle est entendue, elle va dire qu'elle n'a pas vu son oncle depuis 1981. En plus, il n'y a aucune preuve que lui et sa femme soient allés en Savoie à ce moment-là et donc rapidement la piste est abandonnée. Vous savez, il y a aussi très récemment un matelas qui a été retrouvé dans une ancienne maison de Fourniret, un matelas avec plusieurs ADN, donc une dizaine d'ADN retrouvés, dont un ADN partiel d'Estelle Mouzin d'ailleurs. Donc j'avais fait une vidéo sur la disparition d'Estelle que je vous mets ici, et aucun ADN n'a matché avec l'ADN de Cécile. Il y a eu un moment également la piste d'un chauffeur routier allemand qui s'appelle Volker Eckert, qui a été cité dans le dossier. Effectivement, lui, il embarquait des prostituées sur le bord des routes et était un tueur en série. Il était actif de 1974 à 2006, mais c'était une fausse piste. Ensuite, il y a également eu la piste d'un ancien vicaire de Saint-Jean-de-Maurienne et un ancien curé également, qui est l'abbé Pierre Dufour. Cette piste a également été explorée. À l'époque, il était déjà soupçonné d'abus sexuels sur des jeunes enfants. Il s'est avéré qu'en 2003, il a avoué ses abus sexuels sur des jeunes garçons et même des jeunes adultes depuis 1960. Alors pourquoi cette piste elle est ressortie à un moment? Tout simplement parce que Maryse a reçu un appel d'une personne se présentant comme le curé de Saint-Jean-de-Maurienne. Lui, il disait que un jour, un dimanche de juin, fin de journée 1997, il avait aperçu Cécile en train de marcher à côté d'un pont. Donc lui, il était en voiture et il s'est inquiété parce qu'il s'est dit bon, elle va peut-être sauter, parce qu'il y avait déjà eu des personnes qui avaient sauté pour mettre fin à leur jour au niveau de ce pont. Il n'a pas pu s'arrêter parce qu'il y avait des voitures derrière lui, donc il a fait demi-tour et au moment où il est revenu là où il avait vu Cécile, elle n'était plus là. Donc lui a fait cette confidence. On a pensé à l'abbé Pierre Dufour à ce moment-là. On lui a demandé s'il avait vu Cécile, il a dit non et d'ailleurs il a dit qu'il n'avait jamais passé cet appel à la mère et donc là on a commencé à avoir des soupçons, mais derrière le détective privé a pu retrouver la trace du prêtre qui avait appelé Maryse et ce n'était effectivement pas l'abbé Pierre Dufour, mais il y avait quand même plein de questions qui restaient en suspens
pour cet homme qui malheureusement aujourd'hui est décédé en 2007 à l'âge de 81 ans. Et là on arrive vers les nouvelles pistes qui pour moi doivent être approfondies. On en a discuté avec Jonathan Oliver, il n'y a aucune contre-indication à ce que j'en parle, mais de toute façon je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, je vais simplement vous en parler. Notamment, on parle de pistes de potentiels tueurs en série, dont la piste d'un certain... Elle avait été évoquée à l'oral avec les enquêteurs. C'est la piste d'un homme qui a été dénoncé par sa femme comme étant pédophile. Ce qui l'a inquiété, sa femme, c'est qu'elle s'est souvenue que fin juin 1997, bizarrement, alors que c'était pas du tout prévu, il avait mis sa voiture au garage, il l'avait nettoyée de fond en comble avant de la revendre. Donc c'est vrai que dans le contexte qu'on connaît des tueurs en série ou des personnes qui ont commis des meurtres et qui ont utilisé leur voiture, il y a beaucoup ce lavage complet de la voiture pour faire disparaître les preuves, la revendre derrière ou même tout simplement la voiture à la casse. Bon, ça peut aussi être une coïncidence, mais c'est vrai que c'est une piste qu'il faut travailler. Il y a également la piste de l'implication de François Vérove. Alors François Vérove, vous devez plus le connaître sous le nom du grêlé. Donc le grêlé qui était une personne qui n'avait pas été identifiée jusqu'à l'année dernière. C'est un tueur et agresseur sexuel en série qui n'avait jamais été identifié et qui finalement l'a été suite à ses confessions l'année dernière en septembre 2021. C'est grâce à une opération de grande ampleur menée par la gendarmerie. En fait il s'est senti démasqué, donc il a disparu et derrière lui il a laissé une lettre d'aveu avant de mettre fin à ses jours en septembre de l'année dernière, en 2021. En plus de ça, lui il avait fait partie de la gendarmerie et de la police nationale, ce qui a fait encore plus grand bruit. Il avait déjà abusé de son autorité à un moment pour enlever, séquestrer et violer une jeune fille. C'était une mineure. Bon, à ce moment-là, il ne l'avait pas tuée, mais il a également tué d'autres personnes. Donc pour moi, c'est très important de décortiquer son emploi du temps pour voir s'il aurait pu être au même moment à Saint-Jean-de-Maurienne et potentiellement impliqué dans la disparition de Cécile. Enfin, et ça va être la dernière piste dont je vais vous parler, c'est la piste que j'ai déjà évoquée il y a 2 vidéos de ça, dans la vidéo qui parlait de l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, mais également la disparition de Marie-Ange Billou et le meurtre de Liliane Chevènement. Tout ça qui s'est passé à Pontcharrat en Savoie, fin des années 80. Et là, on parle d'Yves Chatin qui a avoué 36 ans après, comme je vous ai dit dans ma vidéo, le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti et il a indiqué un lieu où il aurait enterré le corps. D'ailleurs, on a retrouvé très récemment un crâne humain à ce niveau-là. Donc, sans connaître vraiment parfaitement le dossier de Cécile Valin, quand j'étais sur place à Pontcharrat, c'est vrai que je me suis posé la question au niveau de la proximité géographique et je me suis dit, Yves Chatin, ça pourrait complètement être une piste à explorer dans le cadre de la disparition de Cécile. En effet, il y a la proximité géographique. Saint-Jean-de-Maurienne est à une 50aine de minutes de Pontcharrat. En plus de ça, on sait qu'Yves Chatin était chauffeur routier, donc il faisait beaucoup de routes et il avait déjà été accusé, suspecté dans plusieurs agressions de femmes sur la route et d'autostoppeuses. Il avait notamment écopé de 18 mois de prison avec sursis après avoir tenté d'étrangler une femme sur la route. Donc pourquoi ça pourrait coïncider avec la disparition de Cécile? Tout simplement parce que Cécile, on l'a appris bien plus tard dans le dossier d'instruction, donc c'est Jonathan qui l'a lu, elle avait déjà fait plusieurs fois du stop et elle avait même prévu dans l'été de sa disparition de partir avec une amie à elle en Espagne en stop. Et d'ailleurs, c'était son petit ami Jérémy qui l'en avait dissuadé à l'époque. Donc c'est très probable que lorsqu'elle est marchée sur cette nationale, elle ait voulu aller plus vite en faisant du stop et que quelqu'un l'ait embarquée. Donc est-ce qu'elle serait tombée sur la mauvaise personne? Est-ce qu'elle serait tombée sur Yves Chatin ou quelqu'un d'autre qui lui aurait fait mal derrière? Il y avait eu un témoignage à l'époque d'un gendarme de l'escadron de Chambéry qui, le 15 juillet, aurait aperçu Cécile en train de faire du stop d'ailleurs entre Chapareillan et Pontcharrat. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il l'a vraiment vue à ce niveau-là, donc l'année de sa disparition? Donc ça on ne sait pas, mais je parle de ce témoignage parce qu'on parle de Pontcharrat. En 2016, il y a un livre qui est sorti, qui a été écrit par Jonathan Oliver, donc le père de Cécile, qui s'appelle Cécile, ma fille m'a disparu. Donc j'ai lu, c'est vraiment bien écrit. Jonathan écrit comme s'il parlait à sa fille et il décrit vraiment tous ses ressentis tout au long des investigations. Il avait d'ailleurs parlé
à cette époque-là, donc en 2016, de cette piste de Pontcharra en disant il y a eu la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, celle de Marie-Ange Biou, le meurtre de Liliane Chevènement, donc peut-être qu'il y aurait ça à explorer. Et effectivement, à ce moment-là, on ne connaissait pas l'implication d'Yves Chatin dans cette disparition. Donc il a flairé peut-être quelque chose qu'il faudrait un peu plus investiguer aujourd'hui avec ce qu'on sait. En tout cas, si la piste criminelle est la bonne piste, ça veut dire que quelqu'un sait et donc qu'il faut parler même de manière anonyme. Au moins quelqu'un sait, c'est ce que n'ont jamais cessé de se répéter Maître Richard et Jonathan tout au long de ces années. Comme cette dernière le souligne, il reste tellement de choses à faire, notamment des analyses ADN auprès des personnes enterrées sous X, la vérification de tous les agresseurs en série et pas qu'en France, l'utilisation du logiciel Salvac, qui est un logiciel de recoupement et d'analyse des liens entre les crimes de violence. Et malheureusement, il est très compliqué de travailler avec l'Italie. On pourrait penser peut-être qu'elle a été enterrée sous X en Italie, mais il va être très compliqué et très difficile d'obtenir des informations parce que les bases de données ne sont pas entretenues comme en France, donc c'est beaucoup plus chaotique. Aujourd'hui, malheureusement, de l'association Cécile, il ne reste plus beaucoup de membres actifs. De son côté, la mère de Cécile, Maryse, elle, avait déménagé au début des années 2000 avec sa famille au Sénégal. Chloé, donc la demi-sœur de Cécile, s'est un peu mise en retrait au niveau des recherches pour pouvoir avancer dans sa vie familiale et professionnelle. Jonathan, lui, continue son combat, notamment auprès des médias pour continuer à faire parler de la disparition de sa fille et pour pas qu'elle tombe dans l'oubli. D'ailleurs, aujourd'hui, il veut que le dossier soit une priorité absolue par la cellule Cold Case parce que ça fait 25 ans que Cécile a disparu, mais au moins il a plus cette épée Damoclès au-dessus de la tête, cette épée qui disait que peut-être un jour le dossier de sa fille allait être clôturé et classé sans suite, sans avoir aucune réponse. Donc effectivement, pour Cécile Valin, j'avais parlé de la possible intervention ou implication de Yves Chatin dans sa disparition, ou plus globalement de la possible intervention d'un tueur en série dans ce dossier. Je vous avais d'ailleurs parlé, comme vous avez pu le voir, de pas mal de pistes dans ce dossier, et il y a une de ces pistes dont je vous avais parlé qui ressort en ce moment. Et quand je vous dis en ce moment, ça date de fin 2024, et on a des nouvelles qui viennent de paraître dans les médias en février 2025, donc c'est très très récent. Quand j'ai vu ça, d'ailleurs, j'ai tout de suite envoyé un message à Jonathan parce que je reste en contact sporadique avec lui et je voulais savoir comment il allait. Donc il faut savoir que lui, il est plein d'espoir pour potentiellement qu'enfin on ait des réponses, il ait des réponses sur la disparition de sa fille. Et en effet, on apprenait donc il y a moins d'une semaine, donc le 6 février 2025, que Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, que je vous avais cité dans les pistes de ma vidéo, a été placée sous le statut de témoin assisté dans ce dossier. Par définition, le témoin assisté, c'est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire, c'est un intermédiaire entre celui de témoin et celui de mise en examen. D'où ça part tout ça? Ça part de fin 2023. Vous savez, il y avait eu le procès de Monique Olivier dans plusieurs dossiers, notamment pour les enlèvements d'Estelle Mouzin, de Johanna Parish et de Marie-Angèle Domès. Et c'est surtout à partir d'un document, donc c'était une audition par les policiers belges de Monique Olivier qui datait du 14 juillet 2005, qui a fait que des doutes ont été soulevés. En effet, Monique va évoquer dans cette audition le meurtre d'une jeune fille, donc une babysitter, c'est comme ça qu'elle le dit, qui est non identifiée vers juin 1997. Juin 1997, c'est ce même mois et cette même année que disparaissait Cécile Valin. Elle y expliquait, et je vais la citer, « Si Fourniret a ramené cette jeune fille à la maison, c'est pour abuser d'elle sexuellement. S'il a abusé d'elle, il n'allait pas la laisser repartir vivante. » Dans ce document, il est également rapporté que la jeune fille enlevée par Michel Fourniret, son ex-mari, avait, et donc je la cite encore une fois, un âge apparent de 16 à 18 ans. Elle avait des cheveux de couleur claire, n'était pas plus grande que Fourniret, elle était de race blanche. Il faut savoir qu'à l'époque, Monique Olivier niait fermement leur implication dans ce dossier. D'ailleurs, elle disait qu'il n'avait pas été en Savoie et elle le disait sur un ton agacé. D'après les médias, de ce que j'ai pu lire, cette décision de placer Monique Olivier sous le statut de témoin assisté intervient à l'issue de l'interrogatoire
de première comparution de Monique Olivier devant les 2 juges d'instruction du pôle cold case de Nanterre en décembre 2024, les 2 juges qui s'occupent de ce dossier. Monique Olivier a été à nouveau entendue il y a une dizaine de jours environ, donc c'est très récent, mais apparemment elle refuserait de parler et elle ne souhaite être interrogée que par la très célèbre juge Sabine Kéris, avec qui elle avait notamment collaboré, je mets ça entre guillemets, dans l'affaire Estelle Mouzin, ou même plus récemment celle de Lydie Lauger. Par rapport à cela, on a les propos de Maître Cathy Richard qui ont été rapportés également dans les médias. Maître Cathy Richard, qui est l'avocate de Jonathan, le père de Cécile, elle dira qu'elle souhaite qu'une codésignation de Madame Kéris ait très prochainement lieu afin que Monique Olivier puisse être entendue en qualité de témoin assisté dans des conditions qui permettront le recueil de sa parole. Alors voilà ce qu'il en est pour ces 2 dossiers. On a quand même une réponse pour un des dossiers, même si aujourd'hui là on parle plus de l'injustice de la loi, donc sur cette fameuse prescription, et on a toujours des questionnements sur ce qui est devenu la pauvre Cécile Valin qui a disparu depuis juin 1997, donc presque 28 ans maintenant. Et j'imagine même pas attendre toutes ces années pour avoir des réponses, et je m'imagine même pas non plus à la place de la famille de Marie-Thérèse qui sont là dans l'attente alors qu'ils savent ce qui s'est passé, ils savent qui a tué Marie-Thérèse. J'espère que cette année 2025 va apporter des réponses à ces 2 familles. Moi, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo qui est très longue puisque c'est un condensé, puis en plus j'apporte des nouveaux éléments. Et on se retrouve normalement juste après pour un live Twitch, donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas, dans la description, vous avez tous les liens pour aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. C'est très important pour que mon travail puisse perdurer sur le long terme. Et on se retrouve dimanche de cette même semaine pour un dossier beaucoup plus récent d'une disparition qui est pris en charge par l'ARPD. Je vous remercie à nouveau, on se retrouve très rapidement pour ma prochaine vidéo de dimanche, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.